Alors, j'ai eu peur une fois et c'était un patient qui voulait tuer son père. Il avait dans son sac à dos, il m'a dit j'ai des outils pour le tuer et je suis aussi experte en criminologie auprès des tribunaux. Alors, les gens pensent la plupart du temps au meurtre, mais il y a plein d'autres trucs horribles. La dépression est génétique, non héréditaire. Un pervers narcissique, c'est la destruction. Okay. Elle a débarqué dans mon cabinet, elle me dit moi j'aimerais avoir un enfant, mais je trouve pas le bon géniteur, quoi. Je suis triste pour votre génération. Les hommes sont pas moins sensibles, ils l'expriment peut-être moins. Le terme HPE n'existe pas. Haut potentiel émotionnel, ça n'existe pas. Il y a des gens qui donc mettent une plaque pour dire qu'ils sont psychopraticiens. Et malheureusement, ils font beaucoup de tort à notre profession. Est-ce que déjà un de tes patients est tombé amoureux de toi? Elle rigole. Les amis, pour vous expliquer, épisode 1, saison 1 de l'émission Talk with Tat. Talk with Tat qui est un podcast sur les métiers atypiques. Donc voilà, ce sera en mensuel pour ceux qui ne le savent pas. Donc il y aura une émission par mois. Et évidemment, le podcast, vous allez pouvoir le retrouver sur toutes les plateformes audio. Et aussi, si vous avez des métiers atypiques dans votre entourage ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous le mettrai. Les amis, un grand merci du plus profond de mon cœur à Bourso-Bank. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une banque en ligne qui se veut la plus rapide. Ils ont plus de 7 millions de clients, d'accord. Le fait que ce soit en ligne, ça vous évite la paperasse, les heures passées au bureau, etc., etc. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application via mon lien. Si vous voulez commander votre carte bancaire, ça se fait super vite. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez même passer directement via votre téléphone pour faire vos paiements avant même d'avoir reçu votre carte. Voilà, c'était le petit moment de remerciement envers Bourso. Je les remercie encore du plus profond de mon cœur d'avoir cru en mon projet, de nous accompagner pour les 4 émissions. À chaque fois, il y aura des changements d'invités. Pour vous expliquer, aujourd'hui, on reçoit une neuropsychologue, les amis. Neuropsychologue qui est Paola. Vous la connaissez sûrement puisque Paola a déjà apparu sur les vidéos de McFly et Carlito, sur le live de Kameto. Paola qui est une neuropsychologue et évidemment avec moi, nous avons aussi Chéra, youtubeuse à plus de 2 millions d'abonnés, maman, instagrammeuse, elle fait des podcasts, elle fait absolument de tout et je veux un maximum de cœur dans le chat pour les accueillir sur le plateau. Je suis trop contente parce que je suis avec toi, donc je sais que je suis entre de bonnes mains. Oui. Et puis, on a une neuropsychologue avec nous. Donc, Paola, neuropsy. Oui. Raconte-nous un petit peu, toi, comment, neuropsy, c'est quoi? Alors, neuropsy, c'est être psychologue et en plus spécialisé dans le lien entre le fonctionnement du cerveau et les comportements. Et puis, donc, je suis psychologue, neuropsychologue et je suis aussi experte en criminologie auprès des tribunaux. Wow. Sérieux? Ça, je savais pas. Ouais, ça, non. c'est ultra Ça, je intéressant. savais Je l'ai pas. gardé exprès. Ouais, tu la gardes. Criminologie. Ouais. Et c'est quoi? Alors, moi, je ne me suis pas inscrite sur la liste des experts. Ok. Mais c'est un choix. Mais ça veut dire qu'on peut juger si une personne est responsable ou irresponsable pénalement au moment de ses actes pendant un procès. Donc, tout ce qui est homicide volontaire ou involontaire, par exemple. Tous les procès pénaux. Oh, waouh. Donc toi, Ou qui font appel à un expert psy. Ok, d'accord. Donc toi, tu peux juger si la personne, elle était mentalement stable ou instable au moment où il a fait les faits. Si je suis inscrite sur la liste des experts, oui. Donc tu n'es pas inscrite. J'ai choisi de ne pas l'être. Pourquoi? Il y a plein de raisons. C'est un vrai engagement de responsabilité envers la personne qui va être jugée. Et puis, il y a tout un travail. Il y a beaucoup de choses derrière qui incombent à ce rôle-là. Et j'avais plus envie de garder mon cabinet en libéral au-delà d'aller aider au moment des tribunaux. Ok. Moi, je connaissais pas le terme neuropsy. En vrai, je l'ai appris avec toi. Ouais. Toi, tu connaissais? Ouais, c'est vrai. Le Neuropsy, non, j'avoue. psychologue, oui. En vrai, neuropsy, c'est plus dans tout ce qui va être un peu les séries, etc. Ouais. Dr House, C'est et tout. vrai. Il y a toujours un neuropsy qui arrive. et C'est tout. vrai. Mais en fait, on a du mal à comprendre la nuance entre psychologue et neuropsy. Donc, c'est pour ça. C'est un petit truc supplémentaire. Mais du coup, qui va dire je vais voir un neuropsy? Alors, les gens qui veulent faire plus des évaluations plus poussées, en fait, en tant que psychologue, on fait beaucoup de bilans et d'évaluations. Et en tant que neuropsychologue, parfois, on a des spécialités un peu plus poussées, comme les troubles de l'attention, la dégénérescence neuronale pour la mémoire, voilà, toutes ces petites choses-là. Ok, d'accord. Eh bien, écoutez, je vais vous faire le petit sommaire, les filles. J'adore. Vous vous sentez bien? Vous êtes bien installés? Ah, je suis Top. nickel. C'est vrai? Ouais, Le plateau, ouais. vous l'aimez bien? Il est C'est génial. Trop beau. Franchement, c'est, je trouve, un des plus beaux plateaux Arrête. podcast.
Arrête, Non, ça va c'est me... Non, je te jure, c'est vrai. C'est vrai? Ah oui, Ouais, il est oui. C'est vrai. Ah, mais toi, t'es une spécialiste des podcasts. C'est vrai. Ah, tu fais Ouais, beaucoup c'est de vrai. podcasts. Oui, j'en fais beaucoup. Je fais un petit topo de savoir comment ça va se passer. On va parler d'abord de questions insolites. Oh. Ok, comme ça on se met un petit peu à l'aise. Petite question insolite. Ensuite, on abordera le thème mental. Donc mental, tout ce qui touche TDAH, charge mentale, burn-out. Enfin, il y a plein de choses à dire, je pense, sur le thème C'est mental. clair. Après, il y aura le thème amour et famille. Ensuite, vrai ou faux. Mhm. Ça reste un peu de l'insolite aussi. Petit Piquant, quiz. piquant. Vrai ou faux. Et ensuite, on aura les questions du chat. Mais je voulais rebondir sur quand tu me dis que toi, t'es maman. Ouais. Toi aussi. Oui. Que famille, parents, etc. C'est cool. Moi, je ne suis pas, mais j'ai 2 chats. Et Ça écoute, compte c'est aussi. tout comme, hein. Franchement, Moi, oui, t'es maman, en fait. Moi, je suis maman. Bah Enfin, je trouve que dans... Et vous avez des animaux? Moi, j'ai un chien. Un chien? Ouais. Chien Un aussi. chien et 2 enfants? Ah ouais. Tu vois, je trouve que c'est vraiment un bon premier step, tu vois. Si j'avais pas eu mon chien, je pense que j'aurais pas été une aussi bonne maman après. Ah ouais? Ouais, je pense après mon accouchement, j'aurais Tu mal trouves vécu qu'avoir des certains animaux, ça aide? trucs. Bah ouais, parce que tu t'occupes d'un être vivant et qui a besoin de toi. Beaucoup de gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ou qui ont un désir d'enfant qui n'est pas forcément exprimé vont prendre un animal de compagnie pour un peu combler ce manque ou cette envie de donner de l'affection. Ah, et j'ai entendu, c'est les baby... Ah, je les sais. babyborn, un truc Je comme ça, sais non plus. C'est ça En fait, Je vais c'est vous les rappeler. les bébés, les Baby reborn. Les baby reborn, ouais. Ouais. Vous en pensez quoi? Ah, en fait, moi, j'ai un avis qui est hyper dans la compréhension et l'empathie de l'autre, dans le sens où je Ok. me dis, j'ai jamais vécu, et je touche du bois, la mort d'un enfant, soit in utero, soit au niveau de l'accouchement. Et en fait, et ça tombe très bien que tu sois là, parce que du coup, d'un point de vue réparation de ce traumatisme, je pourrais jamais juger quelqu'un qui essaye justement, cette personne n'a fait du mal à personne, littéralement, de se faire du bien, tout en, je sais pas si les personnes sont accompagnées ou autres, mais je me dis, si tout moyen peut t'aider à justement aller au-dessus d'un deuil, on prend en gros tout ce qu'il y a à prendre. Après, par exemple, Ok. sur TikTok, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont des baby reborn. Je vois qu'il y en a qui les emmènent même aux urgences. Donc du Mais coup, oui, ça... c'est ce que j'ai vu. Du coup, c'est la ça- fameuse dérive. Ouais, c'est une dérive. Comme Ah, toute oui. dérive, tu vois. Moi, je suis contre forcément amener un baby reborn aux urgences parce que clairement, il y a des enfants qui ont besoin de cette place aux urgences, sûr. en gros. Mais dans le fond, enfin plus dans la forme plutôt, je suis pas contre avoir quelque chose qui console. Vu que je l'ai pas Est-ce vécu, que je peux c'est pas. pas... Alors moi, je suis pas maman, donc du coup, je j'ai pas ce lien. Ouais. Ce lien. Mais est-ce que c'est pas quand même malsain, Ouais. finalement? Ça devient malsain à partir du moment où tu n'es plus dans quelque chose de... Justement, tu vois, tu parlais de la consolation et que tu es dans quelque chose où tu crois vraiment et que tu le transformes dans une espèce de réalité. À ce moment-là, oui, ça devient malsain. Ça devient malsain si c'est pas pour réparer quelque chose. En fait, si c'est justement une espèce de mode, tu vois, pour TikTok, pour... Ouais. Et donc, c'est des jeunes filles qui sont peut-être même pas forcément en plus Ouais. en âge Ouais. d'avoir des Oui, enfants. c'est vrai. Là, c'est pas très sain. Ok. C'est même un peu déviant, tu vois. Ok. Alors que si c'est... Et d'ailleurs, c'était le but initial de ces bébés. savais pas. C'était plutôt d'avoir un truc de... ça viendra consoler... C'est une forme de thérapie. Ouais, une forme de thérapie. Mais ça a pris une ampleur un peu de mode. Et Ok. ce qui fait que le but initial de thérapie a été un peu trop dépassé. Et donc, effectivement, Ok. si on entend qu'il y en a qui amènent leurs enfants, enfin, donc ces Ah ouais. baby reborn à l'hôpital, Ah oui. là, effectivement, ça part beaucoup trop loin. Mais il y a même des business qui sont créés. Je crois qu'il y a une crèche où il y a je pense. Oui. Enfin, il y a une crèche qui a Oui. été créée. Donc la personne, à mon avis, elle doit faire payer les. Et en fait, moi, je suis contre le fait de faire payer des gens qui souffrent déjà de quelque chose, quoi. Bah, en Ah fait, bah, après, ça ça va. veut dire que tu construis ta vie autour d'un bébé qui est faux. Pour Ouais. ceux qui ne le savent pas, pardon, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, un baby reborn, c'est une poupée hyper réaliste, Ouais, finalement. c'est ça. C'est juste une poupée hyper réaliste qui fait que les gens le promènent ce bébé, l'emmènent aux urgences. Qui coûte très cher aussi. Ah bon? Ouais. Normalement, Ouais, oui, ça oui, coûte oui, parce qu'il y combien a un vrai Très, travail. très C'est pas un bébé que tu achètes assez facilement. Enfin, un Ah, poupon, d'accord. hein. Ouais, Voilà, ok. il me semble qu'il y a un vrai travail derrière pour De- le de créer, en vraies fait, de poupées. création. Ouais. Ah, je savais pas combien ça coûtait, des centaines d'euros. Mais il y en a Ok. même
des celles qui sont j'avais entendu super réalistes. Il y en a que c'est hyper cher. Ok. C'est assez fou d'imaginer. En fait, tu as eu un peu la mode aussi des poupées pour les hommes qui en avaient besoin. Ah oui. Ouais. Et ça, j'ai l'impression, après je ne voudrais pas m'avancer, mais j'ai l'impression que c'est venu un peu sur cette idée-là où on s'est dit, ok, s'il y a des hommes qui ont besoin d'une poupée pour combler un manque, alors ça veut dire que les poupées peuvent combler un manque affectif, amoureux, sexuel, etc. Et donc je pense que c'est un peu sur cette même idée que c'est venu combler quelque chose. J'imagine, honnêtement, j'ai pas fait une étude particulière. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais, mais c'est vrai qu'en parlant de parentalité, ça m'a fait penser à ça. Parce qu'en fait, on m'en a parlé il y a pas si longtemps que ça en live. On m'a dit, t'as vu le truc Baby Reborn et tout. Et moi, c'est vrai que je me dis, mais attends, mais c'est pas possible. Enfin, moi, c'est vrai que quand tu regardes certains TikTok sur lesquels tu tombes, tu te dis, ah ouais, ça a l'air malsain. Ouais, ça crie un peu. Parce que justement, mais après, c'est vrai que si c'est pour but d'une thérapie et que ça peut aider, tant mieux. Mais si c'est vrai que c'est utilisé de mauvaise manière, c'est clair. C'est pas fou. Nos petites questions insolites. Est-ce que toi, tu penses répondre en premier qu'on peut tomber amoureux de son psy? Le chat répond aussi. Mais moi je pense qu'il y en a plein qui tombent amoureux de leur psy. Tu penses? Ah ouais, en fait, à partir du moment où tu vas voir un psy, c'est que tu as besoin que quelqu'un te conforte, je pense. Ouais. Quelqu'un t'aide. Ouais. Et il y a des personnes qui peuvent voir ça comme un sauveur ou une sauveuse. Je pense qu'il y a beaucoup de patients qui tombent amoureux d'un psy. Après, moi, la question, c'est est-ce qu'il y a des psys qui tombent amoureux des patients? Pour moi, l'amour, elle n'a pas de limite, en gros. Donc, je pense que ça existe. C'est vrai. Mais... C'est vrai que tu peux, tu sais, tu as ce côté, en fait, c'est vrai que t'aides quelqu'un. Ouais. Qui est en détresse ou pas, justement, on en parlera, mais quelqu'un qui vient se confier peut commencer à développer une sorte d'affection pour son psy. Du coup, il prend rendez-vous tout le temps. Le meilleur business. On se voit la semaine prochaine, non, maintenant. Demain. Ah ouais, purée. Et la psy, elle fait genre, moi aussi, je crois que je partage la même chose. Pas du tout. Le chèque. Ah, je te jure. On se voit dans 2 semaines. Ah non, je veux te voir 3 fois par semaine, en fait. Ouais, c'est grave. Du coup, est-ce que déjà un de tes patients est tombé amoureux de toi? Elle rigole. On m'a jamais dit qu'on était tombé amoureux de moi. On m'a déjà confié qu'on avait eu envie d'une relation avec moi. Ok. Pas amoureuse. Ah waouh. C'est arrivé avec un patient auquel je pense et 2 autres qui amenaient leurs enfants en consultation et qui, une fois l'enfant sorti du cabinet, du bureau, me dit je peux rester 2 secondes avec vous pour discuter. Donc j'ai dit oui, évidemment, puisqu'on peut discuter. Et là, oui, il y a eu des propositions plus claires. Ouais, plus claires, exactement. Comment tu réagis face à ça? Et tu dis, écoutez, je suis agréablement flattée et en même temps, je suis pas disponible et je suis la thérapeute de soit vous, soit votre enfant. Oui, bien sûr. Et donc, en fait, il y a une barrière à respecter. T'imagines? Il emmène ses enfants, il tombe lui amoureux. Du coup, il la consulte parce qu'en fait, c'est rendu compte que du coup, il y a client finalement. Finalement, en fait, on peut tout le temps avoir des nouveaux clients dans le Nympholie. Bah oui, vous avez vu? Oui, non, ça existe. Et alors, à la question, est-ce que les thérapeutes peuvent tomber amoureux? Alors, je précise que il existe effectivement des patients qui ont fait justement des aveux à leur thérapeute. Ouais. Et oui, ça arrive. Et c'est assez rare, mais c'est arrivé qu'il y ait des thérapeutes qui mettent fin à une thérapie, à une consultation en disant « moi aussi, j'ai des sentiments ». C'est arrivé. Et du coup, il ne peut plus continuer la thérapie. Ah, tu connais... Oui, j'ai une patiente qui est venue dans mon cabinet et qui m'a dit « je viens maintenant parce qu'en fait, j'ai une relation avec ma thérapeute ». Oh, ça. Voilà. Après, honnêtement, c'est très rare. C'est rare. C'est rare. Mais ça peut arriver. Ça peut. Oh, c'est dingue. Waouh. C'est fou, hein. Mais du coup, ça biaise la thérapie, au final. Alors... Bah oui, parce que du coup, tu donnes vraiment ton avis. Bah oui. Alors justement, c'est là où c'est aussi intéressant. C'est parce qu'en fait, on appelle ça le transfert et le contre-transfert. Quand le patient peut émettre des sentiments vis-à-vis de toi, tu dis, OK, donc lui, ce qu'il est en train de faire, c'est son transfert. Et tu peux, en fait, le tourner aussi un peu de manière volontaire dans la thérapie pour essayer d'analyser et de comprendre comment s'opère son transfert et pourquoi il fait ce transfert vis-à-vis de
toi. Donc, en fait, moi, c'est plutôt même intéressant. Donc, le patient, par exemple, qui un jour m'en avait parlé, il m'a dit, Paola, j'étais très gênée, voilà, je n'osais pas trop vous le dire. Mais voilà, il faut que je vous dise, j'ai eu des envies, etc. Et en fait, Tu veux comprendre pourquoi. Exactement. En fait, on en a discuté en essayant de comprendre quelle était la nature de ce transfert, pourquoi il était fait comme ça, et donc en lui faisant comprendre aussi à lui que ce n'était pas moi, Paola, mais la thérapeute qui représentait quelque chose qui était probablement désiré. Intéressant. Hein. Donc nous, en tant que psy, ça, on ne doit pas rentrer dans ce qu'on appelle le contre-transfert de cette manière-là. Ok, ouais. Ok. C'est le contourner, quoi. Exactement. Mais t'imagines les deux tombent amoureux, ok, donc la thérapeute et le patient, mais le patient, lui, est en couple, et du coup, tu sais, la thérapeute, elle veut pas avouer ses sentiments. Non, mais écris une série. Non, mais en fait, faut le quitter. Enfin, je veux dire, t'imagines, vu qu'elle la te dit quoi manipulation faire. et tout. Ah non, ouais. Horrible. Ah non, mais horrible. Là, t'as Netflix non. qui est en train d'écrire. Mais là, c'est un bon pitch de série, par contre. En vrai. En vrai. Est-ce que le chat, n'oubliez pas qu'on va vous aussi répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas déjà à mettre vos questions, comme ça on pourra les prendre et ensuite on les posera directement à Paola. Voilà, petite aparté. Ok. Si un patient t'avoue un crime, est-ce que tu dois rien dire? Alors, c'est assez particulier parce que tu te dois de le dire à partir du moment où une personne représente un danger pour elle-même ou pour les autres. Donc, c'est un questionnement au cas par cas. Voilà. Donc, je ne peux pas te dire à l'avance, je vais le dire ou je ne vais pas le dire. C'est en fonction véritablement de ce qu'on entend de l'histoire. Est-ce qu'elle est capable de refaire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond derrière? Donc c'est vraiment en fonction de l'histoire. Ok. Mais admettons, la personne, elle avoue. On dirait que j'ai fait un crime et que genre, je suis en mode. Mais en fait, si jamais. Je n'ai rien dit de ce que tu m'as dit. C'est pour une pote. Non, mais admettons. Parce qu'en fait, moi, j'ai regardé la série sur Netflix avec les frères Menendez. Je sais pas si vous bien l'avez sûr. vu. Ah, ça me dit rien. À un moment donné, il y a un des frères, ils ont tué leurs parents, en gros. Ah oui, on m'en a parlé. Ouais, et en gros, il y a un des frères qui va avouer justement ce crime à son psy en lui disant qu'il ne peut plus retenir, etc. et tout. Et dans le pitch de la série, en gros, eux, c'était... ils se sont défendus parce que les parents ont eu des... Les parents ont été... On ne sait toujours pas. On sait toujours pas. Mais et on ne va pas gâcher parce que si jamais... Alors peut-être que je me trompe, mais c'est pas une série où ils ont tué leurs parents, mais parce que les parents leur ont fait la misère, ils ont fait croire qu'ils étaient malades. C'est ce qu'ils disent, ça mais à la fin, je crois que c'est assez flou. On ne sait pas véritablement si... Et dans l'histoire vraie, on ne sait pas si véritablement les parents ont été de mauvais parents. On le sait toujours pas. En vrai, ouais. Mais d'ailleurs, c'est une affaire. Tout est assez colle vraiment bien à la réalité parce qu'en fait, le frère qui est en prison va vraiment se confier à une espèce de petite copine qu'il n'a jamais vue mais avec qui il va correspondre, qui en fait, elle n'est pas une vraie petite copine, va écrire un livre et donc c'est comme ça qu'on va savoir qu'il est véritablement coupable. Oh, wow. Mais donc le thérapeute va faire en sorte d'amener le patient à se confier et à lui dire écoute, ça serait bien quand même que tu ailles te livrer à la police, ça serait bien que... voilà, je vois. On va œuvrer dans ce sens-là, on va pas juste le garder pour nous, promis. Ok. Donc, ça doit être dur. Bah ouais. Tu rentres chez toi, il t'a avoué un meurtre. C'est un truc de fou et t'es dans ton lit, tu peux le dire. Enfin, mais oui, oui. Comment tu fais? Bah ouais. Alors les gens pensent la plupart du temps au meurtre, mais il y a plein d'autres trucs horribles. Ah mon Dieu, oui, c'est vrai. Oui, non, mais, avec lesquels t'es obligé de rentrer chez toi et donc imaginons c'est pas un meurtre, mais un crime qui n'est pas t'as compris quoi. Des fois tu dois rien dire ou encore une fois imaginons Chéra, je prends l'exemple comme ça. Imaginons moi j'ai rien fait. Elle a fait un crime. Ok, elle a fait un crime, sachant qu'en plus tu as fait de la criminologie du coup, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Et donc du coup tu te rends compte qu'elle a fait ça et qu'elle est stable mentalement. Ok. Et qu'elle n'est donc pas prête à le refaire. C'est ça. Voilà, exactement. Donc elle a fait ça, elle est stable, mais elle va pas le refaire. Et tu trouves que ce n'est pas un danger. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, je vais l'amener
à essayer de se livrer par elle-même. Parce que dans ces cas-là, c'est compliqué, moi, d'aller... Et si je le fais pas? C'est pour une patte. Tu doutes de mon pouvoir de persuasion. En fait, c'est ça, le truc. Mais c'est de la manipulation, en fait, les neuropsychologues. En fait, est-ce que vous vous servez de la neuropsychologie dans vos relations avec les gens? C'est pas la question à mon mari. La série a été faite par les créateurs de Jeffrey Dahmer. Bah ouais, c'est la série Monstre, je crois. Et en gros, la première saison, c'était Jeffrey Dahmer. La deuxième, c'était les frères Menendez. Et là, il y a une troisième qui va sortir. Ça me fait rebondir sur une question. Est-ce que tu as déjà eu un patient qui est venu te voir, te poser des questions, mais en fait, il disait que c'était pour quelqu'un d'autre, mais en fait, c'était pour lui? Non, jamais? Ah ouais? Non. Mais en même temps, il paye, c'est même pas pour lui. Bah oui, il est trop nul, genre. C'est la thérapie pour son pote. Alors non, pardon. Attends, je précise. C'est lui qui paye. J'ai déjà eu quelqu'un qui me dit c'est pour quelqu'un d'autre. Ok. Et c'était vraiment pour quelqu'un d'autre. Ok. Mais c'est quoi l'intérêt? C'est pour aider l'autre personne parce que la personne ne se sent pas capable de venir chez un thérapeute, ou peut-être n'a pas les moyens. Enfin voilà. Ça arrive. Ou quelqu'un qui est très embêté. Tu vois, par exemple, j'ai une patiente qui est très embêtée pour son frère et elle me dit voilà, et comme je la connais et que c'est une personne que je suis, ça lui semble logique de me demander aussi des conseils vis-à-vis de ça. Enfin voilà. Donc ça rentre complètement dans le truc. Okay. Mais de venir en thérapie pour dire bon alors c'est pas pour moi, mais c'est pour un pote. C'est un peu trop gros. Ouais, et toutes les semaines il vient. Non, puis tu vois, les gens viennent pour justement qu'on les décrypte eux. Donc en fait, oui, c'est vrai. T'as aussi les non-dits, les silences, la position, le langage verbal, c'est vrai, oui. Non verbal plutôt. Ouais, je suis d'accord. Toute cette communication non verbale qui est hyper importante. Donc en fait, quand il vient, même s'il a envie de faire croire que c'est pour quelqu'un d'autre, au bout de 2 secondes, il va lâcher, il va dire en fait, dans un cadre où c'est mon cadre et j'ai le droit de faire ce que je veux, de tout balancer. Ok. Un patient a-t-il déjà été violent ou t'as déjà fait peur? Oui. Alors, j'ai eu peur une fois. Ok. Et c'était un patient qui voulait tuer son père et qui me disait, il était venu donc avec sa mère, il avait dans son sac à dos, il m'a dit j'ai des outils pour le tuer. Enfin bref, il avait tout prévu comment le tuer. Dans le détail, ouais. Et puis la consultation, je me suis dit là. En fait, c'était en plus, c'était il y a très longtemps, il y a eu une psychologue qui avait été tuée par un patient, mais donc il y a 15 ans, ce truc-là. Je savais pas. Et, waouh, t'imagines? Et c'était pas longtemps après. Okay. Alors, quand je dis pas longtemps, ça devait être 2 ans, mais malgré tout, on a la mémoire fraîche. Ouais, c'était encore ce truc-là. Oui. Et je me suis dit, ok, en fait, la secrétaire, parce que donc on est plusieurs dans mon cabinet, je me suis dit, les pédiatres à côté, il n'y a personne qui va rien entendre. Le mec va ressortir de là et moi, je ne serai plus de ce monde. Je me suis dit, c'est foutu pour moi. Et au fur et à mesure, parce qu'en fait, évidemment, il n'était pas énervé contre moi, mais il parlait avec tellement de violence de son père. Et c'était notre premier rendez-vous. Oh là, tu le connaissais pas du coup? Non, pas du tout. Oh waouh. Et la mère donc l'avait accompagné, il est rentré dans le cabinet et tout. Et vraiment j'en menais pas large. Et je lui ai dit, ok, on va faire rentrer ta mère dans le cabinet. Je fais rentrer sa mère. À l'aide. À l'aide, s'il vous plaît. Et à ce moment-là, je fais des gros yeux à la secrétaire en disant, genre, restez sur le qui-vive. Tu l'avais pas de langage de code? Non. Maintenant, il faut, hein. Ouais. Faudrait l'inventer, hein. Oui, et même un bouton. Non, j'ai un bouton SOS. un petit bouton. Ah, ok. Ouais. Ouais. Donc, c'est pour ça que malgré tout. Si vous voyez votre psyché comme ça sur son bureau, c'est qu'il y a un truc, les gars. C'est que vous n'êtes pas. Elle a peur. Ouais, grave. Donc, il y avait ce petit bouton. Mais là, à ce moment-là, je me suis dit, tu sais, t'es dans le truc. Et je me suis dit, bon, ben. Et donc, la mère est rentrée. J'ai dit, écoutez. Vous savez ce que votre fils prévoit de faire. Je pense que ce serait intéressant de l'amener dans un hôpital psychiatrique pour le faire hospitaliser. Et en fait, on a fait en sorte qu'il soit hospitalisé juste après. Oh, wow. Du coup, il peut, quelqu'un que tu vois comme ça qui arrive dans ton cabinet hyper violent et que tu recommandes d'aller se faire hospitaliser, est-ce qu'ils sont hospitalisés le jour même?
Alors, c'est très compliqué, Ok. malheureusement, en termes de place. Mais après, ça dépend toujours un peu du contexte. C'est-à-dire Ok. s'il a été récupéré dans une scène violente ou si c'est juste une hospitalisation en fait désirée par lui ou c'est une hospitalisation par un tiers. Voilà, il y a beaucoup aujourd'hui quand même de spécificité dans l'hospitalisation. Donc, Ok. je peux pas m'avancer à te dire est-ce qu'il Oui. va être tout de suite hospitalisé. Vraiment, ça dépend. C'est au cas par cas. Ok. Voilà. Et puis après, pour ce qui est des patients qui t'insultent, t'en as qui peuvent t'insulter. Comme tu m'as dit tout à Voilà. l'heure. Il y a une scène dans Chouchou, je sais pas si vous connaissez ce film. C'est avec Ah, Gad Elmaleh. Ah Mais oui, alors, oui, oui. Il y a longtemps, je me il y a souviens super, plus, ouais. super longtemps. Et en gros, il y a un patient qui vient et qui a envie de tuer Le la psychologue. Ouais. Et en fait, c'est Chouchou qui le sauve. Voilà, c'est hilarant. C'est quoi les insultes que tu as pu avoir? Moi, j'aime beaucoup les talons. Ok. Je mets C'est souvent- très joli ce que tu portes d'ailleurs. C'est gentil. Moi aussi, j'aime bien les talons. Donc voilà, je mets Bah, mes moi talons. aussi. Et ça m'est arrivé d'avoir une patiente qui était très en colère contre son petit copain, qui était omnubilé par les filles avec des hauts talons. Ok. je vois. Et elle a découvert sur son Insta qu'il matait, il était abonné à tous ces trucs-là. Et donc, quand elle est arrivée et qu'elle me parle de ça et qu'elle me raconte Et ça, qu'elle voit ses pieds. voilà, elle regarde mes chaussures, elle me dit « De toute façon, vous êtes toutes des putes !» Et elle commence à s'énerver. Enfin, et le truc était lunaire. Et moi, je me suis dit, OK, donc ça fait partie de ce transfert. Tu vois, voilà, t'as des scènes comme ça un peu qui sont un peu drôles. Est-ce que ça te touche? Non, Rien du tout. absolument pas. On peut pas. T'as une T'es inatteignable quand t'es en thérapie. Tu dis quoi? Mais d'abord, quand tu es du côté du cabinet où moi je suis, c'est-à-dire en tant que thérapeute, je ne suis pas Paola. Je suis la psy qui reçoit, qui écoute, qui va analyser, qui va conseiller, tu vois. C'est de la En fait, dissociation un peu. Exactement. non, ouais. Il y a, alors, ça ne veut pas dire que les histoires ne peuvent pas me toucher. Ok. Mais ce que les gens vont dire sur moi, en tout cas, n'a aucun impact. Ah, c'est fou. Et je c'est ne me intéressant. place pas comme une maman ou comme une femme ou comme, tu vois, Ok. je suis Tu une fais, tu psy. arrives vraiment à Exactement. distinguer Ouais. et tu as réussi à faire. C'est intéressant. Moi, je pensais pas qu'un psy vraiment distinguer le psy et sa propre personne. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou dans tes débuts, ben, tu étais Paola et non la psychologue, tu vois? Alors, comme avant de m'installer, j'ai fait mon diplôme de criminologie. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidée à prendre beaucoup de recul. Parce qu'à l'époque, je travaillais à l'hôpital Sainte-Anne. En tant que criminologue, à ce moment-là, je gérais un type de population, schizophrénie et psychopathie, Oh, wow. pour lequel je n'avais pas le choix, en fait, Ok. que d'être vraiment en dehors. Il fallait que moi, Paola, je sois en dehors de mon rôle de psychologue pour pouvoir vraiment être au mieux avec les patients. Parce Ok. qu'il fallait se détacher. Et ce détachement, en fait, m'a permis. Puis même tous les stages, en fait, qu'on fait en psycho, Ouais. ils sont très, très importants. Le premier stage après l'hôpital Sainte-Anne que j'ai fait, c'était le stage à Robert Debré, c'était pour les troubles du comportement alimentaire. Et là, j'ai pris une sacrée claque Ok. donc chez les enfants. Ok. Donc, tu vois des enfants qui ne se nourrissent pas Wow. par désir. Ok. Et là, tu prends un vrai... très douloureux. Et donc, Ok. à ce moment-là, pour moi, c'est peut-être d'ailleurs le moment où j'ai le plus appris à sortir de, Ouais, de parce ma que c'est trop casquette, douloureux et Paola. du coup, tu es obligé de Exactement. te protéger pour. Exactement. Ok. Donc ça, c'est arrivé finalement avant que je ne m'installe dans mon cabinet, ouais. Purée, c'est dingue. Ah, Ouais, t'es obligé. En fait, c'est un métier tellement prenant que tu es obligé en soi d'avoir une couverture pour te protéger. En fait, je pense que tu te dis que les patients, ils savent pas qui t'es. Donc au final, peu importe ce qu'ils vont dire de toi, bah tu t'en fiches parce qu'ils savent pas qui t'es. Pour eux, t'es juste une psy. Donc en gros, ils insultent la psy, forcément parce qu'ils ont besoin de se vider, je Ouais. pense. Bien des sûr. fois. Donc en vrai, tu te dis bon bah. Mais ouais, je pense que si c'est quelqu'un qui te connaît vraiment, Ouais. avec qui tu noues des liens. Exactement, c'est Ouais. pas du tout Là, pareil. c'est C'est pas pas pareil, du tout quoi. pareil en fait. Moi, ils savent pas. Alors maintenant, ils savent un peu plus que je suis maman, que j'ai 2 enfants, voilà. Oui. Mais sinon, en fait, les gens ne savent pas ni mon âge, ni il y a plein de patients qui me suivent pas sur les réseaux et qui donc en fait ne savent pas ma vie. Donc ceux qui me suivent au fur et à mesure me disent ah Paola, j'ai entendu dans telle mission vous aviez dit que vous avez 2 enfants, un chien, enfin voilà, il y a des trucs comme ça. Mais sinon, ça reste très flou et tant mieux parce que c'est ce qui permet aussi beaucoup
d'avoir une distance. Ouais. Mais du coup, est-ce que ça te dessert pas plus on te voit? Parce que c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. Finalement, elle a apparu dans plein de vidéos, dans des lives. Est-ce que ça te dessert pas? Plus tu te montres, plus les gens vont potentiellement tomber sur toi et ils disent c'est ma psy et ils vont aller voir tes réseaux et du coup qu'ils vont croire. Tu sais, il y a cette barrière de psy-patient et tu sais, un peu même sur les réseaux, tu vois, plus t'es sur les réseaux, plus il y en a, ils pensent que t'es leur pote ou des choses comme ça. Et est-ce que tu vois, exact. Et ils peuvent faire. Est-ce que t'as déjà eu ça en disant t'as eu un patient, qui, je veux dire client, putain, merde, c'est quoi? Il paye en vrai, mais... mais merde, un patient, je me le rentre, un patient. Mais est-ce que t'as eu quelqu'un qui est arrivé hyper à l'aise parce qu'il t'a vu sur les réseaux, il a cru que, voilà, vous étiez amis, quoi. C'était la fête. Pour un pote, pour tout, les chaussures, les talons, on insulte. Ton chien, il va comment, Paola? T'imagines? Il arrive, il prend la confiance. Et tes enfants, alors j'ai vu hier, t'as mangé une pizza, elle était où? Elle avait l'air super bonne et tout. Alors, l'avantage, c'est que mes réseaux sont... alors, il y a un peu de ma vie perso, mais c'est quand même très professionnel. Oui, c'est vrai. Je fais, on va dire, 99% des vidéos qui sont quand même axées sur la psychologie, sur le pro, et il y a les 1% où je montre un peu plus ma personnalité, où je fais des vannes avec mes enfants, où je rigole, enfin voilà. Et moi, en fait, tu vois, j'irais plutôt à l'encontre de ta question, dans le sens où, au contraire, je trouve que ça sert vachement. Parce que les gens, grâce... donc, moi, j'avais commencé avec la première vidéo de McFly et Carlito. C'était la première fois que les gens, véritablement, voyaient comment ça se passait dans un cabinet de psy. Et en fait, ça a permis d'ouvrir, de un peu démocratiser le psy par rapport à l'image que plein de gens avaient. Et d'ailleurs, quand les gens sont arrivés dans mon bureau, ils m'ont dit, mais attendez, moi je m'attendais à un vieux monsieur avec une barbe. Ouais, c'est ça. Et ils se sont dit, mais en fait, c'est vachement plus cool, c'est vachement plus sympa. Et donc, ce côté peut-être plus... friendly. Ouais, friendly, exactement. Plus proche. Et ben moi, je trouve que c'est pas seulement moi, Paola, qui a pu avoir plus de patients, mais surtout, je trouve que ça a fait du bien à la profession. Ça a vraiment ouvert le débat pour que les gens aillent de plus en plus chez les thérapeutes et soient moins timides. Impressionnés, Exactement. Toi, t'as déjà été voir un psychologue? Ouais. Il n'y a pas très longtemps. C'était la première fois? Ouais. Et tu t'es décidée... Ouais. Je me suis dit, il faut vraiment que je prenne soin de ma santé mentale. Forcément, quand tu as des enfants et tout, c'est un peu compliqué. Tu as tout un remue-ménage, en vrai. Quand tu es maman, c'est toi aussi qui renais, je trouve, en vrai. Du coup, j'ai été voir une psy. Après, j'ai pas trop aimé l'échange. Dans le sens où je pense que c'était pas ce que je recherchais. Parce que je me suis dit, en fait, quitte à parler de ma vie, autant que je parle de ma vie à quelqu'un d'autre. J'ai pas senti Je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Alors, est-ce que tu as retenté après l'expérience avec quelqu'un d'autre? Parce que c'est hyper important de trouver le bon thérapeute. Il y a une plateforme et c'était beaucoup plus fluide. J'avais l'impression d'être un peu plus guidée et tout. C'est dur de trouver mais le son premier, psy, j'ai l'impression. Moi, le premier, ça m'a fait pareil. Mais est-ce que c'est pas le premier? Est-ce que le fait C'est comme dans l'amour, en fait. En premier... Non, quoique toi, non? Bah non, moi ça fait, j'allais dire 15 ans, mais non, ça fait 11 ans. Waouh! Arrêtez. Un petit sondage dans le chat, célibataire en couple, c'est la merde, je vais aller voir Paola, dites-nous. Elle doit trouver l'amour. Par exemple. Mais est-ce que le fait que tu vois... déjà, pour moi, alors je sais pas dans le chat, mais faire la démarche d'aller voir un psy, c'est quelque chose. C'est super dur. Ouais. Franchement, pour moi, c'est vraiment super dur d'y aller. Franchement, de se lever, mais pourquoi? De se lever le matin quand déjà, oui, mais pourquoi on a ce truc d'avoir peur d'aller voir un psy? Moi, franchement, alors parce que moi j'ai eu un décès proche, et du coup, j'ai juste pas eu le choix de me bouger, parce que j'ai pas le choix, parce que pour moi c'est un trauma, et du coup je me suis dit là, il faut absolument que je fasse une thérapie, sinon c'est chaotique. Mais franchement, à chaque fois j'y vais, c'est très compliqué. J'ai pas envie d'y aller. J'ai l'impression que les gens ont peur de venir. En fait, tu sais qu'aujourd'hui, tu as c'est comme si on va appeler ça une fondation, d'accord? Tu as une petite maison et elle est un peu bancale, tu vois. Tu as pris des allumettes et tu les as un peu posées comme ça, et puis ça tient, et tu as mis une feuille dessus et tu dis, ça tient, pas mal. C'est vrai. Et en fait, tu sais que ça tient pas hyper bien. Tu sais qu'il y a un petit coup de vent et qu'à chaque fois, tu dois reprendre ta feuille et la remettre. Et à un moment, tu te dis, ok, donc en fait, si je vais voir quelqu'un, la personne va non seulement enlever la feuille et me dire qu'il faut que je remonte différemment mes petits bâtons,
Purée, oui, c'est ça. Mais aussi, peut-être qu'il va falloir que je change des bâtons. Oui. Et ça fait hyper mal et ça fait hyper peur. Ah oui. Donc en fait, on est dans un truc. Je sais pas si j'ai envie d'aller voir un psy parce que aller voir un psy, ça veut dire qu'on va tout modifier. Ouais, c'est ça. Ouais. Et parfois même, on va pas modifier grand chose. Ouais. Mais peut-être qu'on va dire que ce bâton-là, il va à une autre place. Tu vois, il y a des choses comme ça. Tu dois tout remettre dans l'ordre finalement. En fait, voilà. En fait, des fois, t'as pas envie. Ou peut-être par Ouais, moment, ouais. tu T'as as pas la toi force de décidé tout remettre que dans l'ordre. ta feuille, elle tiendrait pas, alors qu'en fait, elle peut très bien tenir. Ouais. Tu vois, il y a Ouais, des je choses vois. en fait. Ouais, mais En est-ce fait, qu'on je pense- repousse pas le problème C'est ça, en finalement? fait, c'est juste la poussière sous le tapis. Bah oui. En vrai, moi, je pense le gros du gros, pourquoi je vais pas, on va dire, pourquoi j'étais pas voir un psy, c'est parce que j'avais peur que ça me perturbe trop. En Ouais. fait, moi, je suis quelqu'un Ouais. le déni, c'est mon meilleur ami. Ah ouais, moi aussi. Ça veut dire en gros poker face, je Ah fais ouais. comme si de rien n'était, Ouais. et c'est ce qui me permet d'avancer. Oui. Et en fait, je me dis, si jamais je m'arrête d'avancer et que je suis spectatrice de toute la poussière qui est en dessous, Ah oui, oui. tous les trucs, je sais que le psy va venir, il va me dire, ah bah ça, regarde ton caca là, regarde le truc là, regarde le trauma là, regarde. Et, tu vois, et on va aller creuser ce trauma, puis après ça. demain on ira recreuser un autre trauma. et en fait, tu vois, par Parce qu'on exemple, est hyper sadique. Ouais, ouais. On veut absolument savoir ce C'est qu'il y a à ça. ce moment-là, mais donc, à cet du coup, endroit-là. moi, ce que je fais, c'est à chaque fois, je dis, si vous sentez que je suis pas prête, ne me sortez pas des trucs que je suis pas prête. Oui, En oui, gros, oui, de- je suis d'accord. tu vois. Oui, mais c'est bien de le dire. Ouais, Tu vas et je le pense que dire. c'est important d'être dans ce discours-là en disant j'ai trop de trucs sous le tapis, on y va mollo. Alors normalement, c'est le rôle même du thérapeute Ok. de te dire, il y a des choses dans lesquelles on va pas encore aller. Moi, On elle me va le- pas moi, elle me l'a ouvrir dit, hein. certaines portes. Ah, moi, T'imagines alors moi, Il y a franchement. des choses, ça va pas. Moi, ma psy, elle m'a dit, il y a des choses, alors on va pas y aller maintenant. Et elle m'a même dit une fois, je peux même pas vous faire les exercices debout. Mais je trouve que des fois, il y a des en tout cas, moi, la première personne que je suis allée voir, j'avais l'impression qu'elle n'était pas du tout à l'écoute, que j'ai juste parlé pendant 2 heures où j'ai chialé, j'ai pas eu un oui, un non, un j'ai rien eu, et à la fin c'était merci, au revoir, ça Merci. fera tant en cash. Ça fera Ah tant ouais en cash, oui. En plus, ah oui, non. Et rien à faire. Vraiment, Ah je suis ouais sortie, j'étais en mode ouais, super. Enfin, rien. Bah oui. Oui, bah donc tu y es pas retourné. Non, Bah je suis non. pas retournée. Alors que celle que je vois, elle me fait faire des exercices et tout. Alors pour être très honnête avec vous, les exercices qu'elle me fait faire à la maison, je les fais pas parce que je suis dans le déni. C'est comme le périnée, hein, on les fait jamais les exercices à la maison aussi. Hein. Moi, je les fais jamais. Hein. Ah oui, petite anecdote. J'ai dit, tu veux pas faire pipi? Elle me dit, ah non, faut que je muscle mon périnée. Je voulais retenir mon pipi. Après, on m'a dit, mais chérie, c'est quand même 2 heures. J'ai fait, ok, j'y vais. mais c'est vrai que et j'ai vu une personne qui m'a dit aussi les thérapeutes parfois ont une image d'arnaqueur. Oui, c'est vrai, mais alors je précise qu'il y a aussi dedans des, entre guillemets, des arnaqueurs. C'est-à-dire que je sais, là je vais me faire huer, il va y avoir plein de messages, mais je suis obligée de le dire quand même. Il y a des gens qui donc mettent une plaque pour dire qu'ils sont psychopraticiens. Ce ne sont pas des psychologues. C'est quoi alors? Ah ben, c'est une bonne question. Ils papotent. Voilà. Des Non, mais- charlatans. Non, mais ce sont des gens qui n'ont pas fait d'études de psychologie et il faut quand même D'accord. le spécifier. Et donc, en fait, les patients vont Je consulter ces psychopraticiens sans savoir qu'ils ne sont pas psychologues, mais ce sont des praticiens qui ne peuvent pas être justement inscrits Et agréé, ouais. et agréés, exactement. Ils ne peuvent pas bénéficier, par exemple, de Doctolib, etc. Donc, un psychopraticien n'est pas un psychologue, ou neuropsychologue, ou psychiatre, ou un psychanalyste. Donc, après, tu en as qui vont dire, oui, mais j'ai fait des études. Oui, peut-être, mais je ne sais pas quelles sont les études. Est-ce que... Peut-être des formations en ligne ou des choses Ouais, comme ça. exactement. Donc quelqu'un qui fait une formation en ligne peut. Ouais, peut s'installer en psychopraticien. Ça ne veut Et donc... c'est quoi du coup, quelle est la différence entre psychologue, neuropsy, psychiatre, psychanalyste Thérapeute. Ouais. et psychopraticien du coup? Alors, Elle va dire psychopraticien. Donc, tu as compris, ceux-là, ils sont Ok. à part et malheureusement, ils font beaucoup de tort à notre profession parce Ok. que en fait, ils prennent des tarifs parfois exorbitants et en fait, ils ouais. vont accompagner un patient, Ok. mais pas du tout de la bonne manière. Donc, ça, c'est un premier truc. Mais il y en a qui peuvent être bons. Mais probablement. Ok. Et c'est pour ça que je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Bien mais sûr. en revanche, je suis obligée de dire que tous les psychopraticiens ne sont pas des psychologues. Ok. Ok. Parce Et qu'un est-ce qu'ils psychologue- peuvent rentrer dans un débat avec toi en te disant si je suis psychologue? Ah, mais s'ils sont psychologues, alors dans ces cas-là, ils écrivent sur leur plaque qu'ils sont psychologues. Ok, mais un psychopraticien, est-ce qu'il peut venir en affront envers toi en te disant si je suis psychologue? Un psychopatricien, non. Ok. Non, non il Tu peut lui pas. arrêtes. Il peut pas, il n'a pas de diplôme de psychologie. Ok, ok. En fait, si tu as un diplôme de psycho, oui. Si tu n'en as pas, non. Non. Ok. Voilà. Ok. Tu es un praticien. Ok. Mais n'importe qui peut s'improviser aussi praticien. Ok. 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 Après, tu as les psychanalystes. Alors, tu as plusieurs types de psychanalystes. Tu as des gens qui ont
simplement, entre guillemets, ou juste, je ne sais pas quel est le terme que j'ai envie d'employer, mais qui ont fait une psychanalyse et qui donc après s'installent en disant, donc j'ai fait assez de psychanalyse sur moi-même pour pouvoir accompagner des patients dans ce même... Ok. Ah oui, je vois, ok. Voilà, dans ce même chemin. Mais comment ça sur eux-mêmes ? Ils se sont auto... Non, ils ont été voir un psychanalyste qui les a psychanalysés pendant une dizaine d'années. Et après, eux, voilà. Et ils ont un diplôme ? Alors, c'est là où arrive le truc de... t'en as qui peuvent faire une école de psychanalyse. D'accord. Et t'en as, non. Ok. Une école de psychanalyse, ça veut dire, par exemple... Et ça, c'est très bien de faire une école de psychanalyse. Il y a un type de psychanalyse. Exactement. En gros, la personne se spécifie dans ce type de psychanalyse. Exactement. Et donc, du coup, elle dit, moi, j'adore cette psychanalyse. Et donc, du coup, je vais faire que ça, c'est ça. Je suis psychanalyste C'est une méthode. lacanien, freudien. Exactement, voilà. Okay. Donc là, il y a un travail qui a été fait en plus d'une formation. Après, tu as les psychologues et neuropsychologues. Et puis après, tu as les psychiatres qui, eux, sont médecins. Donc, eux peuvent prescrire des médicaments. Voilà. Et toi, tu peux pas prescrire de médicaments ? Non. Là va être un peu la différence avec un... Par exemple, si toi, tu as un patient et tu penses qu'il nécessite... Alors, à ce moment-là, on travaille en communion avec les psychiatres, avec les médecins généralistes. On travaille beaucoup avec les psychiatres. Et c'est très important parce que nous, on a des choses dans notre besace qu'on peut utiliser et eux ont d'autres choses. Par exemple, on va beaucoup pratiquer les bilans, les évaluations, donc tous les tests. Les psychiatres, non. Ils pourraient s'ils avaient une formation, mais j'en connais aucun qui a fait cette formation parce que ça ne leur sert à rien en vrai, parce que eux ont fait médecine et donc prescrivent des médicaments. Et donc voilà, donc on va être assez complémentaires, on va voir des choses et eux vont voir d'autres choses et on va travailler de concert pour pouvoir apporter la meilleure réponse aux patients, quoi. Ok, super. Psychopraticien, tu vois, j'en ai vu plein sur Internet et je savais pas que c'était pas des psys. Non. Parce que des fois, après, franchement, des fois sur leurs annonces, c'est assez... c'est flou. Bien sûr. C'est fait exprès finalement parce que tu sais pas. Et puis le terme, moi par exemple, personne ne le sait. Là, tu me l'apprends que c'est pas des psychologues. Mais est-ce que quelqu'un, est-ce que je te dis je vais voir un psychopraticien, pour toi c'est un psy ? Ouais. Ouais. Bah oui. Mais moi aussi. Je vais te dire, ah ouais. Oui, moi aussi. Tu vois un psy quoi. Tu vois un psy. Vous allez rire. Vous savez que ça fait 1 heure qu'on papote là. Déjà. Une blague. Ah, mais je vous jure. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. On va changer le format, les amis. On va mettre 4 heures, d'accord. On va passer du coup. Alors j'ai encore plein de questions insolites, mais du coup, de toute façon, on aborde plein de sujets en même temps, donc en vrai, c'est très bien. On va plus passer côté thème mental. J'ai plein. Vous savez quoi, vous allez choisir. Moi, j'offre ce choix à Chéra. Chéra qui a plein de crimes à son actif. Je suis un cobaye. C'est pour un pote. Ouais, c'est pour un pote. Est-ce qu'il y en a là, vous avez plus une appétence pour un autre ? Vous me dites, toi ? Moi, j'avoue TDAH parce que en vrai, je parle à une pote. Oh là là. Voilà. Non mais c'est vrai. Elle ment. Elle me dit à chaque fois, purée, en fait, je pense que t'as un TDAH. Chéra, tout le monde me le dit aussi. Mais après, j'ai l'impression que tout le monde se dit avoir un TDAH aussi. Et donc moi, en fait, tant que je ne suis pas diagnostiquée par un psychologue ou un neuropsychologue. Psychologue. Un psychopathicien. Un psychiatre, je sais plus quoi dire. Non, alors justement, les psychopraticiens ne peuvent pas faire de diagnostic. Mais j'en ai qui ont... Enfin, j'ai eu des enfants qui sont arrivés. Les parents m'ont dit, mon enfant a ça et ça et ça. Et je dis, ah ouais, mais vous avez un test ? Non, c'est son psy qui a dit ça. Et quand j'ai vu le truc... Aïe, ça a piqué. 0 sur 20. Aïe, là, elle a pété un plomp. Non, mais tu vois... Elle a appuyé la sonnette sur le côté. Je découvre ce côté psychopraticien depuis 6 mois. Je ne savais même pas ce que c'était avant. Et ben là, dans le chat, j'ai plein de TDAH. Donc, écoutez, partons sur le TDAH. Et la première question est, est-ce que tout le monde pense avoir un TDAH en 2025 ou c'est juste une mode TikTok ? C'est une grosse mode. C'est vrai. C'est vrai. Non. Alors, attendez. Non, on va rétablir. Il y a toujours eu des troubles de l'attention. Alors, je précise donc. TDAH, ça veut dire trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ok. Hyperactivité, donc on l'appelle hyperactivité, nous, dans le langage commun, mais c'est d'abord un trouble de l'attention. Ce trouble de l'attention, on ne peut pas dire juste à quelqu'un comme ça, ah mais toi c'est sûr que t'as un trouble de l'attention. En fait, il faut faire des tests. Et la plupart... Arrêtez de nous dire ça, d'accord ? Voilà. Et la plupart des gens débarquent dans mon cabinet en me disant, non mais moi j'ai un trouble de l'attention. Je suis TDAH. Mais comment le savez-vous ? Oui, sur Internet, j'ai vu tous les symptômes et je remplis toutes les cases. Oui, mais en même temps, en fait, c'est comme... Il y a eu la mode des HPI, il y a eu la mode des... tout ce que vous voulez. C'est vrai.
En fait, vous allez regarder sur Internet et vous allez vous dire, mais je remplis toutes les cases. Pour la simple et bonne raison, et attention, là, je balance une bombe. Aïe, 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 aïe. Wow, on se prépare. Ouais. La plupart des gens me disent, non, mais moi, j'ai l'impression d'être pas pareil que tout le monde. On ne me comprend pas. C'est vrai. Mais en fait, personne n'est pareil. C'est bien le propre personne de l'homme. Oui, c'est clair. C'est bien le vrai. propre de l'humain, c'est d'être différents les uns des autres. Donc en fait, quand on me sort cette phrase de mais moi je comprends pas, j'ai l'impression que parfois les gens me comprennent pas, je suis pas pareil que les autres. Oui. Bah oui, c'est la nature en fait, c'est la nature humaine. C'est vrai, Donc ce n'est pas un point d'ancrage pour diagnostiquer n'importe quoi. En fait. Ok. Et comment on se fait diagnostiquer TDAH? Tu viens chez moi. Eh ben, les chéras, on sait Voilà. ce qu'on fait après. Comme ça, les gens qui vont nous dire t'es TDAH, bah tu sais pas. Mais il n'y a pas des trucs où tu te dis ah ça c'est vraiment un truc de quelqu'un qui a un TDAH. Ouais, c'est vrai ça. Tu vois? Ouais. Non. Sérieux? Non, tu peux avoir une pensée en ce qu'on appelle en arborescence, mais c'est pas forcément aussi. Ça veut pas dire forcément que tu as un trouble de l'attention. Tu peux avoir des petits oublis, mais ça peut pas forcément dire que tu as un trouble de l'attention. Ça peut être des difficultés attentionnelles déjà, c'est pas forcément un trouble. Ah. Ensuite, tu peux avoir aussi des petits moments d'égarement parce que t'es pas concentré ou parce que t'as pas du tout envie d'écouter. C'est seulement moi ton mari finalement. ou ta femme. C'est tellement moi. Oui, ça coche, J'ai l'impression que j'arrive jamais à être concentrée. Ouais, moi aussi. Alors, J'ai jamais et il y a un concentré. autre truc, Ah. c'est que plus on regarde les écrans, Ah ouais. Putain. et plus on a, et c'est pour Ah oui. ça qu'on en parle de plus en Ah oui. plus, c'est parce qu'on a une génération qui est quand même beaucoup plus sur les écrans, et les écrans favorisent beaucoup les troubles de l'attention. Ok, ouais, on est surstimulé en fait. Voilà. Ah, Donc on a ça, oui. tendance, là par exemple, s'il y a des gens qui nous regardent, ils n'ont pas intérêt à faire autre chose que de nous regarder. Alors attends. Vous faites quoi là les gars? Vous faites quoi? Mais c'est vrai que c'est rare maintenant qu'on fasse une chose. Mes ongles. Mes ongles, je joue sur mon tel. Les ongles, ça va. Je fais du coloriage, j'ai 3 écrans allumés. Ah, vois j'adore Ah, mais le je sais coloriage. pourquoi. Il y a la K-Corp qui joue. Tu connais la K-Corp? Ouais, je crois. Carmine Corp. Oh ah, il faut pas en parler, donc je pense que le match s'est pas très bien passé. Alors, sujet, le TDAH, les amis. Ah ouais, vraiment. Moi, je vois des TikTok sur les TDAH, je me dis, purée, c'est moi. Oui, Genre, commencer. mais ça, c'est des psychopraticiens. C'est des psychopatries. T'arrives pas à ce mot. C'est très dur. Psychopatoche, allez. Psychopatoche, franchement, c'est Parfait. très bien. Mais oui, moi aussi, j'en vois beaucoup. Et alors, moi, déjà, on me le rabâche tous les jours en live que je suis TDAH. Parce que généralement, je te parle d'un sujet, pendant que tu es en train de me répondre, je pense déjà à un autre sujet Moi aussi. et je vais te poser une question de l'autre sujet et tu vas me regarder. Mais en fait, t'as pas écouté ma réponse. Si, je te jure. Et du coup, je me déconcentre. Tu sais, je vois une mouche, je vais dire, voilà, la mouche, c'est dinguerie, la mouche, tu vois, et tout le temps. Alors, c'est ce qui va t'amener normalement à consulter. Et tu ne Je voulais fais le pas. faire. Non, c'est pas ça ce que Mais je suis en train de me dire, je vois peut-être un psychopatoche, les gars. J'ai hâte de d'aller voir ma fiche. Si t'arrives pas à être sur Doctolib avec elle, c'est vraiment que tu t'es trompé. Je suis Hein. pas sur Docto. Ah, punaise, déjà. Ah ouais, mauvais signe. Là, elle va aller regarder direct. Vraiment. À la fin de l'émission. Est-ce qu'il y en a qui sont venus à ton cabinet hyper sûrs en vous disant je suis TDAH et ils l'étaient pas du tout? Ouais. Et Mais c'est déçus. autre chose. Non, pas forcément. Ah ouais. Ah ouais. Manque de confiance en soi, souvent. Ok. Tu viens pour un TDAH. Tu viens pour un TDAH. Non, mais... Ah. non, mais parce que quand t'as pas de confiance en toi, t'as du mal à te concentrer. Ou quand t'es très triste, par exemple. On a eu une J'ai jamais fait le lien, tu vois. Ah, regarde, écoute, il y a une étude qui a été faite pendant le Covid qui était fantastique. Notre cerveau utilise une partie pour pallier notre peur de la mort, d'accord? Ok. Pendant le Covid, Ça m'en parle pas, ça c'est affreux Ouais, pour moi. aussi, ça me- Ah, Moi, ça, c'est le truc qui me fait le plus peur au monde, c'est la mort. Ah ouais. Et du coup, ça te fait imaginer le pire tout le temps. Tout est lié. Mon cerveau, il est tout le temps connecté. Non, mais moi, c'est vraiment horrible à vivre tous les jours. ben voilà. Affreux. Donc, c'est typiquement, tu vas voir, tu vas rentrer dans les stats. Ok. Ok. Donc, pendant le Covid, on avait un décompte du nombre de morts par jour, quand même. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Purée, mais oui. C'est une dinguerie ce qu'on a vécu. Hein. Ah oui, mais bien sûr que c'est une On se rend dinguerie. pas compte, c'est un choc. Hein. Ah oui, Et, oui. et est-ce que tu te souviens que tous les jours, tu savais combien il y avait de morts Mais dans oui, la journée, c'est vrai. quand même. C'est vrai. Alors, aujourd'hui, on n'a pas le décompte, en fait, tous les jours du nombre de morts qu'il y a. Avec c'est une annonce à 19h, la folie. Voilà. C'est vrai, ça. Après, on tapait dans les mains par la fenêtre. Mais purée, mais oui. Donc, les gens, pendant le confinement, ont eu beaucoup de difficultés attentionnelles parce que, en fait, on faisait moins travailler notre cerveau, mais Ouais. aussi parce que notre cerveau était très occupé à penser à la mort, à notre propre mort et à essayer de déjouer ces angoisses-là. Et donc, quand tu es trop occupé sur un sujet, et ben dans ces cas-là, tu as plus de mal à te concentrer. Si par exemple, je te dis, Chéra, je t'annonce une mauvaise nouvelle, ton fameux pote qui a tué quelqu'un, bah là, il vient de se faire tuer. Rien que t'en parles, je suis Et angoissée. je te dis, maintenant,
2 fois 2, même si je sais que tu connais la réponse, ton laps de temps, c'est vrai, il va être plus long. va être vachement plus rallongé. c'est clair. Parce qu'en fait, tu vas être perturbé par la mauvaise nouvelle. Alors imagine quelqu'un qui est en dépression, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, quelqu'un qui est stressé par quelque chose, et ben donc ça a une incidence sur ce qu'on appelle ta vitesse de traitement. Et cette vitesse de traitement, c'est celle qui va expliquer les troubles de l'attention. Ok, mais en fait, c'est juste parce que c'est pas une personne qui est dans le présent, puisque sa tête, elle est sur trop d'autres choses. Mais du coup, comment tu pallies à ça? Comment pallier? Par exemple, je vais prendre mon cas. Moi, je pense tout le temps à la mort. Mais quand je te dis tout le temps, petite, ouais, parce qu'en fait moi j'ai tout perdu. En fait j'ai été confrontée à la mort très jeune, donc j'ai perdu beaucoup de gens de ma famille et en fait j'ai créé, je pense, j'ai eu des traumas, je pense, qui font que je pense vraiment tout le temps à la mort. Mais c'est un enfer. Franchement, c'est mon gars, il a mis 5 minutes de plus pour rentrer de la salle de sport. Pour moi, je peux me mettre à chialer parce que pour moi, il y a eu un problème, un accident. Une fois, j'ai pris tellement, pour te dire, j'étais angoissée. Une fois, ils sont partis à la déchette avec mon beau-père et tout. Déchetterie, ouais. Et ils ont mis longtemps, mais en fait, ils avaient crevé et tout. La voiture avait un problème. Mais en fait, les deux avaient le téléphone dans la voiture, donc je faisais qu'appeler, personne ne me répondait. J'ai pris ma voiture, je suis allée à la déchette, et en allant à la déchette, je me disais là, je vais voir plein de pompiers sur le bord de la route. Mais vraiment, c'est horrible. Mais du coup, je sais d'où ça vient aussi. Mais du coup, tu te conditionnes. En fait, c'est horrible parce que je trouve que tu te conditionnes à te préparer à la mort. Donc en gros, tu te dis, ok, là j'arrive là, je regarde tous les dangers, je fais en sorte que personne se fasse mal, etc. Donc tu essayes, tu vois, de te protéger à ça. Mais en fait, la mort, tu la contrôles pas. C'est-à-dire que là, tu peux te dire, je pense à la mort tout le temps, je fais attention, que machin. En fait, si ça doit arriver, ça arrive. Et du coup, comment tu pallies à quelqu'un qui est tout le temps tu es tout le temps en train de réfléchir, surréfléchir? C'est affreux, je trouve. C'est le principe de la thérapie, c'est-à-dire qu'en fait, on va t'aider à... Psychopathe. On va t'aider à comprendre l'origine et à venir adoucir cette angoisse, à un peu la limer petit à petit pour qu'en fait cette angoisse ne soit plus quelque chose de donc de la les gens qui ont ça peut se soigner. Mais bien sûr, et heureusement. On sert à ça. Ouais, bah oui, ouais. C'est clair. Mais je pense que c'est ce qui fait de toi quelqu'un qui est hyper joyeux au quotidien parce que tu savoures chaque moment comme si c'était le dernier. Mais oui, hein. Mais c'est vraiment ça en plus. Hein. Comme je me dis au moins si jamais j'ai kiffé de fou. Mais du coup ça me fait venir à un sujet du coup qui est la dépression. La dépression, est-ce que c'est juste être triste ou il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le cerveau? Est-ce que toi par exemple tu as déjà eu le sentiment d'être en dépression ou être en dépression et quand tu t'es dit je suis potentiellement en dépression, est-ce que ça vient d'un sentiment de tristesse? Oui. Moi je pense à la plus récente parce que j'en ai fait une quand j'étais plus jeune, mais j'ai fait une dépression postpartum et en fait t'es triste tout le temps. En tout cas moi j'étais triste tout le temps et notamment dès que le jour se couchait, pour moi c'était comme une petite mort, je pleurais pour rien. C'était horrible, j'avais vraiment l'impression que toute ma vie ça allait être ça en fait, que j'allais pas remonter la pente. Et puis hormonalement, quand tu as une dépression postpartum, c'est aussi vachement tes hormones, c'est le chamboulement, c'est le manque de sommeil, c'est tellement de choses en gros. Et je me souviens que j'ai été voir ma sage-femme et elle me dit ça va. Je dis, pas du tout. Et, le petit. Non. Et je pleurais tout le temps. Et en fait, j'avais le sentiment de ne pas m'en sortir, quoi. Du coup, il se passe quelque chose dans le cerveau ou Ah oui. Oui, il y a vraiment quelque chose. Alors, la tristesse simple, c'est plutôt un coup de déprime. Alors que la dépression, il y a quelque chose de l'ordre hormonal. Souvent, effectivement, dans la dépression, tu es très, très, très triste le matin. Et ça va un peu mieux en fin de journée. D'accord, avec ce qu'on appelle aussi le cycle circadien, c'est-à-dire le cycle jour-nuit. Tu vas aussi avoir plus tendance à retrouver des dépressions en hiver parce qu'il y a moins de soleil. Ça joue aussi beaucoup sur le côté hormonal. Tu vas avoir différentes typologies, on va dire, dans cet état. Tu peux avoir donc la déprime, la dépression, les burn-out, qui sont aussi la dépression, mais en fait plus dans un choc post-traumatique, tu vois. Ou souvent en rapport avec le travail. Mais c'est pas obligé qu'un burn-out soit lié au travail. En fait, on décrit souvent ce terme-là qui est en lien avec le travail. Il y a le burn-out parental aussi, mais c'est un peu lié au travail dans le sens où tu considères à des que tâches, être parent, c'est une charge. limite comme un taf. Donc, du coup, Et puis, tu as cette dépression dont tu parlais, toi, qui est très importante et dont on parle très, très peu. C'est le premier, je crois, la première cause de mortalité. Il y en a ça, je savais pas, En gros, les raisons pour lesquelles il y a certaines mamans qui meurent 1 an après
après leur accouchement, la première chose, c'est ça, genre. C'est les dépressions postpartum. En fait, on minimise trop la dépression postpartum. Et c'est vrai qu'on est assez mal, malheureusement, accompagné au moment après la naissance, parce que tout le monde pense que comme c'est le plus beau moment de ta vie, tu n'as pas à être malheureuse, tu n'as pas à mal le vivre ou à mal le ressentir. Et donc, en fait, ce truc-là fait que les gens n'ont pas créé de structure juste après l'accouchement. Alors qu'en soi, il y a une profonde dépression et tu as un profond mal-être de te dire attends, comment moi je peux me sentir si malheureuse, si déprimée alors que je viens d'avoir un enfant. Donc tu as aussi la culpabilité là-dedans. C'est hyper chargé ce moment-là. C'est très compliqué. Et puis tu as les hormones qui interviennent. Donc, et puis si tu les souvenirs. C'est compliqué de prendre un traitement. Voilà. Non, mais quand tu allaites, c'est compliqué de prendre un traitement médicamenteux avec. Donc, oui. Et puis il y a les femmes qui, par exemple, avaient un traitement médicamenteux avant d'être enceintes et qui veulent l'arrêter pendant la grossesse et qui donc en fait ont un bouleversement hormonal terrifiant. Donc t'as beaucoup de choses. C'est très douloureux à ce moment-là. Et est-ce qu'on peut être en dépression sans s'en rendre compte ? Ah oui. Il y a beaucoup de déni, je pense. Ouais, mais si tu dénies, c'est qu'au fond, tu sais que tu te sens mal, tu vois. En fait, t'es en dépression, mais en fait, c'est là où justement on va appeler ça après le burn-out, c'est que t'as explosé. C'est vraiment ce burn-out, t'as brûlé et jusqu'au bout la ficelle. Et donc là, tu peux plus tenir. Donc en fait, tu peux être en dépression et être dans le déni pendant tout ce temps-là et dire non mais je vais pas très bien, mais je vais tenir parce que moi je suis très très fort. Et là, t'as le fameux arrêt, le coup près où tu tombes. Et là, c'est encore plus douloureux pour se relever. Et il se passe quelque chose dans le cerveau dans ce cas. Déjà pendant toute la dépression. Ok. Et des gens naissent avec une dépression. C'est exactement là où j'allais aller. La dépression est génétique, non héréditaire. Ça veut dire que c'est pas forcé que tu l'aies de père en fils, mais il y a une génétique, une récurrence. C'est une gène, si un grand-oncle a une dépression, peut-être potentiellement tu pourrais aussi avoir. Oh waouh, je savais pas du tout. Je savais pas du tout que c'était génétique. Non héréditaire. Ok. T'es pas obligé. T'es pas obligé, mais ça peut. Et c'est pas parce que tes parents ont, ou l'un ou l'autre, ou les deux, un état dépressif, que forcément tu vas l'avoir aussi. Ok, ok. Ça, je savais pas du tout. Ah bah voilà, la dépression, est-ce que c'est héréditaire ? Est-ce que le cerveau, donc quand tu passes par une grosse dépression, je pense que quand t'es en plein dedans, comme là tu disais que t'avais l'impression que t'allais pas t'en sortir, et moi j'ai eu un peu un épisode comme ça, parce qu'en fait je pense que toi aussi t'es très solaire, mine de rien, et je pense que pour des gens qui sont de base très solaires, très souriants, être très triste et très malheureux, c'est très dur à vivre. En tout cas, moi, c'est vrai que je l'ai très mal vécu. Est-ce que le cerveau, quand t'es en plein dedans, oui, mais est-ce que le cerveau peut oublier comment être heureux ? En fait, quand t'es en dépression, tu n'y arrives pas. En fait, c'est pas que tu as oublié ou que tu ne veux pas, c'est que c'est de l'ordre de l'impossibilité. Impossible. Il y a rien qui te donne envie à part si ça veut pas dire que tu ne souris pas. Oui, bien sûr. Tu peux avoir un instant T, un petit moment joyeux, mais de manière générale, il y a un état émotionnel qui est pas joyeux. Mais c'est vrai que souvent, les gens qui vont être dans une grosse dépression, ils vont prendre des médicaments. Mais est-ce que finalement, c'est pas pire parce que du coup, tu te sens potentiellement mieux avec des médicaments et donc du coup, en fait, finalement, si tu les arrêtes, tu redeviens triste, quoi. Alors non, si tu les arrêtes, tu ne redeviens pas triste, justement. C'est ça l'avantage des médicaments, c'est que quand tu es en dépression, il faut honnêtement aller consulter, voir un psychiatre ou un médecin généraliste, enfin son médecin traitant, pour avoir un traitement médicamenteux, pour être accompagné, parce qu'il y a des ressources que vous n'avez peut-être pas, en tout cas si vous n'avez pas réussi, à un moment il faut prendre un traitement. Et le traitement, en fonction du traitement, il n'y a pas d'accoutumance, on va faire en sorte que ça ne soit pas un traitement forcément pour toute la vie. Donc c'est une fausse idée, parce que tu sais, il y en a qui se disent je vais pas prendre de médoc, je vais tomber accro, c'est une fausse idée. Non, aujourd'hui, le psychiatre va adapter le traitement, va voir ce qui correspond, ce qui fait du bien, ce qui fait pas du bien. Est-ce que ça, je sais pas, je te sors une bêtise, mais est-ce que ça te coupe la libido, est-ce que ça fait grossir, maigrir. Donc voilà, donc on va adapter en fonction du patient. Et au contraire, on va lui apprendre à remonter la pente grâce à ça. C'est une aide, c'est une béquille, et une fois que tu sais marcher, on peut t'enlever à nouveau ta béquille, et c'est pas parce qu'on te l'a enlevé
que tu ne sais plus marcher. Juste, on t'a aidé à faire un peu ta rééducation. Il faut vraiment le voir comme une béquille pendant un certain temps. Il faut juste être très bien accompagné. C'est ça. Et il y en a qui vont la garder longtemps et il y en a d'autres qui vont l'enlever très rapidement. Mais alors, en revanche, c'est là où il faut que les psychiatres et les psychologues travaillent ensemble. C'est que c'est pas parce qu'on a un traitement médicamenteux qu'il faut pas aller consulter un psychologue pour faire une psychothérapie. Parce que si tu fais pas ta psychothérapie, tu fais pas ta rééducation. Ok. Oui, parce qu'il y en a, ils vont prendre les cachets et... Les roues dans les vélos, quoi. Les roues. Oui. Non, c'est les vélos d'enfants, là. Ouais. Moi, je suis les petites roues sur le côté. Oui, exact. Ils apprennent à faire du vélo. Oui, exact. T'as quand même les roues qui vont t'aider, mais il faut quand même que t'apprennes à faire du vélo. Exactement. Les petites roulettes, on va t'enlever la petite roue droite. Et puis c'est une belle métaphore. Très bien. Pardon. J'avais pas compris. Quand tu m'as dit le vélo avec les petites roues, je l'avais pas. C'est sorti de ma tête comme ça. Parce que mes enfants sont beaucoup plus grands. Et donc, en fait, moi, quel âge? Elle nous le dira en off. Arrête, ces patients, ils vont venir, ils vont dire alors tes enfants Non, j'ai une fille au collège et un fils en primaire encore. Voilà. Ok. Des grands. Ouais, c'est bien. Et du coup, est-ce que, vu que tu as des enfants, est-ce que tu les sensibilises à ce côté psychologie, finalement? À te parler, tout te dire Moi, la communication, je suis hyper contente de la relation que j'ai avec eux, honnêtement. Ma fille, qui est déjà un peu ado, on a une vraie relation. Je sais pas si les autres aiment trop cette expression, mais moi, ça ne me déplaît pas. Un peu de copinage, dans le sens où elle va vraiment se confier. Et elle a son jardin secret et que je respecte complètement. Et voilà. Mais elle sait qu'elle peut tout me dire et que ma réaction numéro 1, même si elle a fait une énorme bêtise, ce sera pas de l'engueuler. Donc communication numéro 1. Pour moi, c'est le plus important. C'est la clé de tout. La relation avec les parents, je trouve. Et donc, oui, on discute vraiment de tout. Et c'est drôle parce qu'il y a, je sais plus, c'était il y a 1 mois ou 2, elle me dit, tu sais, je crois que j'ai peut-être envie d'être psychologue. C'est vrai? C'est beau. Alors, je lui ai dit, écoute, faut pas que tu aies envie par rapport à moi. Je comprends pas d'où est-ce que ça vient. Enfin, voilà. Elle m'a dit, non, parce que je conseille déjà tous mes copains. Non, je pense que comme tu l'as super bien éduquée, Écoute, en tout cas, on est dans la communication. On est vachement dans la communication. Comme ça avec les autres. Et donc, du coup, les autres ont des facilités à se confier. Par mimétisme, elle fait un peu comme ça, vraiment, quand elle écoute. Donc, après, elle se dit, ah, purée. Alors que je te rassure, mon fils, pas du tout, il s'en fout. C'est vrai. Alors, lui, il veut pas du tout être psy. Il veut être psychopatoche. Alors, patoche. Mais c'est vrai que finalement, la communication, c'est super important. Et du coup, est-ce que ça va pas nous faire rebondir sur le thème amour? Alors, se plaire d'abord à soi-même avant de plaire aux autres, est-ce que tu es d'accord? Parce qu'il y en a finalement qui vont tout faire pour te plaire, mais pas se plaire à soi-même. Alors, je vais te donner une explication toute bête. Si je m'aime à travers le regard des autres, horrible. Parce que c'est ça, c'est faire en sorte. Quand on est plus jeune, bien sûr. Quand j'étais plus jeune, totalement. Et on se construit. Bien sûr. Je pense ça. Bien sûr. Mais donc, si tu te construis, en fait, si tu t'aimes à travers le regard de l'autre, quand l'autre n'est plus là, tu t'aimes plus. Alors que si tu t'aimes et que donc c'est ce personnage-là qui fait que les autres t'aiment, quand les autres vont et viennent, ça change pas grand-chose. C'est vrai. En termes de confiance en soi et d'ego vis-à-vis de toi. Mais je trouve que c'est trop dur dans une société actuelle où on est exposé à l'avis des autres, en gros, d'avoir justement cette espèce de dissociation, de se dire... moi, c'est mon regard sur moi. Si les autres n'aiment pas ça de moi, moi, je l'aime. Je trouve on est tellement en tout cas même nous, de par nos métiers, surexposés de par notre personnalité, notre physique, ce qu'on met, notre vie ou autre, que du coup, essayer de se détacher de... Et même, je trouve que c'est des métiers qu'on fait aussi parce qu'on est en recherche d'approbation ou alors que... il y a tout je vois ce que tu veux dire. Truc, bien sûr. En vrai, bien sûr. Nous, dans nos métiers. Mais je trouve que c'est ultra difficile de justement... je trouve que c'est trop facile de dire, mais il faut d'abord que toi, tu t'aimes et après... Je pense que c'est avec l'expérience et la maturité. C'est vraiment, je trouve, tu te façonnes un peu au regard des autres aussi, tu vois, si tu tombes sur les bonnes personnes, en tout cas. C'est aussi une question un peu d'éducation. Ok. Tu vois, si tu as eu un regard un peu bienveillant, si tu as eu une construction, en fait, de ton identité, de ta personnalité. Donc tu penses que ça vient des petits? Oui, beaucoup. Oui. Okay. C'est pour ça que la communication parent-enfant est indispensable. Parce qu'en fait, c'est comme ça aussi que tu vas construire sa confiance en soi,
Et donc, sa confiance en soi, la confiance en soi, c'est pas collé à ce que les parents attendent des enfants. Par exemple, on va souvent avoir tendance à se dire, si cet enfant travaille bien à l'école, par exemple, il va avoir confiance en lui. Et un enfant qui travaille bien à l'école, c'est pas forcément un enfant qui va avoir confiance en lui. Ah oui. Parce qu'en fait, ça peut être aussi un enfant qui va vouloir correspondre à ce qu'on attend de lui, et donc il va pas se construire vis-à-vis de lui-même. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui font que ça veut pas dire qu'un enfant a confiance en lui ou pas confiance en lui en fonction de son comportement. Mais le principal élément pour que cet enfant ait confiance en lui, c'est de discuter, de l'amener à comprendre que ce qu'il fait, c'est déjà vachement bien. En fait. Même si le valoriser, c'est pas fou, et c'est pas grave, c'est quand même super bien. Et à ce moment-là, en fait, quand il va rencontrer quelqu'un à l'âge où il doit rencontrer quelqu'un, il va se dire, c'est déjà vachement bien ce que je fais. Et je vais toujours essayer de faire mieux, mais pour moi, pas pour l'autre. Et en fait, c'est plus sain aussi pour un couple. C'est-à-dire, en fait, je le fais pour moi, la personne me correspond et on se correspond, tant mieux, on va grandir et s'élever ensemble. Parce que aimer, ça veut dire aussi s'élever ensemble. Et si, en fait, la personne ne correspond pas quand moi je montre qui je suis réellement, ça veut dire qu'en fait, on m'aime pas. Mais je pense qu'en vrai, c'est avec la maturité aussi. Parce que moi, je pense que j'ai eu un déclic à un moment où je me suis dit, je suis comme je suis, j'aime le caractère que j'ai, t'aimes ou t'aimes pas, c'est pareil, je suis comme ça. Mais c'est avec la maturité. Par contre, c'est vrai que quand t'es plus jeune, après, comme tu dis, ça dépend du cadre familial aussi, mais quand t'es plus jeune, t'as tendance à vouloir plaire aux petits groupes. Oui, bien sûr. Lui, il aime bien ça, moi aussi, je vais aimer la même chose que lui, alors que de base, t'aimes pas du tout. Vraiment, il va aimer un truc, tu vas dire, ça, c'est trop beau, alors que tu trouves ça super moche. Mais c'est vrai que je trouve que c'est plus tu acquiers de la maturité et de l'âge, finalement, peut-être plus tu t'assagis, plus tu t'en fiches, plus tu t'affirmes. Ouais, il y a l'expérience aussi. Mais du coup, après, est-ce qu'une adolescente peut s'aimer et dire je suis comme je suis et pas j'emmerde le monde, mais se dire ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Et puis après, il faut toujours entre guillemets un peu un ou une meneuse, tu vois. D'accord, Donc tu vas avoir ces enfants-là, ce sont justement en général ceux qui ont grandi avec le plus de confiance en eux par les parents, et donc ils vont s'affirmer. Tout vient de là en fait. Beaucoup de là, ce qu'on appelle les figures d'attachement. Donc ça peut être les parents, les grands-parents, les profs, ça peut être un éducateur, enfin voilà. Et effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, vous êtes dans des métiers où on est vachement exposé et on cherche parfois aussi l'approbation. Et donc, tu as ça aussi dans le comportement plus adolescent. Tu peux avoir ce truc de, en fait, je vais un peu bousculer les codes, même si j'ai pas confiance en moi, je vais faire un truc qui est complètement à côté. Peut-être qu'en fait, comme ça, on va me remarquer. Mais ça veut pas dire que je vais avoir vraiment confiance en moi au fond de moi. Ça veut pas dire... Mais je me dis que j'essaye de trouver une solution pour avoir un peu plus confiance en moi, pour qu'on me remarque différemment. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Fake it until you make it, comme on dit. Exactement. Alors, le terme pervers narcissique est souvent employé dans les relations toxiques. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, oui. Alors, pareil, c'est un terme qui a été très galvaudé, qui a été hyper utilisé à une époque. On en entend beaucoup moins parler. Le pervers narcissique, c'est en gros le manipulateur. C'est une personne qui va isoler l'autre, le façonner pour que l'autre soit dans une espèce d'admiration. Je t'admire, t'es fantastique, t'es génialissime, il n'y a que moi. Il te rend accro aussi. Exactement, il n'y a que moi qui te comprends. Non, mais t'as raison, tes amies, mais attends, elles sont toutes jalouses, c'est pour ça qu'elles t'ont dit ça. Ta famille, non, mais ça va pas du tout. Et machin. Et au fur et à mesure, le travail, mais qu'est-ce que t'es génial. Mais ta beauté. Et en fait, l'autre va tout d'un coup se dire, mais en fait, il a raison, tout mon entourage, elles sont toutes jalouses, et puis ma famille, et puis machin. Et puis, c'est une forme de manipulation, en fait. C'est une manipulation. C'est une manipulation. Ouais. Et donc, au fur et à mesure, va isoler cette personne. Et à un moment, quand elle va se rendre compte de l'emprise psychologique, et après, il y a une forme de violence psychologique qui arrive, et il peut y avoir aussi de la violence physique. Bien sûr. Voilà. Surtout, au départ, on ne voit que la violence psychologique. Et à ce moment-là, en fait, c'est très difficile de revenir en arrière parce qu'il y a une honte de cette personne. Et c'est là où c'est douloureux, c'est de se dire, j'ai honte, j'ai abandonné tout le monde. Et maintenant, en fait, ils vont penser que je me sers d'eux pour me raccrocher à eux. Alors qu'en fait, il ne faut pas avoir honte. C'est les personnes qui sont battues, maltraitées, donc physiquement, psychologiquement. Enfin,
la porte des autres est toujours ouverte. Personne ne vous dira c'est ouais, clair. Bah, t'étais bien c'est contente vrai. de l'avoir lui pour nous lâcher. Non, personne va dire un truc pareil. Au contraire, en fait. ça peut même. Et s'il le dit, c'est que c'est pas des vrais amis ou. Oui, mais non, il faut. Il y a pas un réel. Oui, mais même il faut essayer d'imaginer que personne ne va le dire. Revenez en arrière, revenez dans votre famille, revenez dans vos amis. Oui. Personne ne dira jamais à quelqu'un qui se fait maltraiter psychologiquement ou physiquement. Eh ben, dis donc, tu nous as pourtant lâché. Non, personne ne va dire ça. Donc vous avez le droit de revenir en arrière. C'est hyper important de faire passer. Enfin, moi, je pense que et puis, je pense qu'on est toutes d'accord, et le chat le sera, violence verbale et physique, ne jamais l'accepter. Moi, par exemple, je dis souvent, un simple ta gueule, c'est non. Pour moi, c'est non. C'est trop violent verbalement. Mais de qui que ce soit, que ce soit votre compagnon, votre mère aussi, parce que c'est pas parce que c'est votre maman qu'elle a le droit aussi de vous parler comme ça. Mais pour moi, c'est non. Il faut. Après, est-ce qu'il y a des signes où tu te dis, est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a un conseil pour des gens pour dire ça, c'est potentiellement un signe? Parce qu'un pervers narcissique, on le voit au loin. Alors nous, les psychologues, oui. Oui, bah oui. Mais, et d'ailleurs, c'est très particulier parce que quand un pervers narcissique rentre dans le cabinet, on a un truc qui est un espèce de charisme un peu. Il y a un truc. Tu le remarques direct. Bien sûr, parce qu'ils essayent de te retourner. Ils essaient de te charmer en fait. Mais oui, bah oui. Ce qu'il va essayer de faire, c'est de te charmer. Donc c'est pour ça que moi, généralement, c'est vrai que je me méfie des gens qui sont un peu trop charmeurs, un peu trop. Mais moi, je fais ci, moi, je fais ça. Qui sont beaux parleurs, qui ont envie de se faire aimer de tout le monde. Ou même des fois des personnes qui sont trop aimées de tout le monde. Et qui sont trop dans ton sens aussi. De manière très superficielle. Tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je trouve que tu constates beaucoup. Et qui n'acceptent pas le reproche et la critique, tu vois. Ça, jamais. Un pervers narcissique n'acceptera jamais. C'est vrai. Bien sûr. Il est au-dessus, tu vois. Mais moi, je me dis, est-ce qu'un pervers narcissique sait qu'il est pervers narcissique? C'est vrai, bonne question, ça. C'est une très bonne question que j'ai souvent, parce que j'ai des patients qui arrivent et qui me disent « Non mais Paola, ma copine, elle m'a traité de pervers narcissique. Est-ce que vous pensez vraiment que je suis pervers narcissique ?» Un pervers narcissique ne dira jamais ça. Merci. Voilà. Ça t'arrive. Bah oui. Voilà. Bah oui, c'est vrai. Non. En fait, ils savent. Ils savent du coup. Ils savent qu'ils manipulent, mais ils posent pas la question. Mais du coup, est-ce qu'ils, moi, ce sujet-là, il me fascine. Mais est-ce qu'ils savent qu'ils sont en train de manipuler? Ou alors ils le font vraiment, c'est du mimétisme, c'est quelque chose que soit... Je pense qu'il y en a qui sont au courant. La plupart du temps, oui, évidemment. Mais après... c'est volontaire. Est-ce que c'est volontaire? Mais après, comme tu disais, il peut y avoir du mimétisme. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas conscient de le répéter non plus. Et du coup, un pervers narcissique n'ira jamais voir un psy. Parce que sa démarche, ce sera pas du tout de se soigner. Le problème, c'est toujours les autres. Et j'en ai pas eu un seul, en tout cas. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai, je trouve ça très juste. Il y a quelqu'un qui m'a dit... On manipule tous un peu si on est honnête. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Mais clairement. Mais c'est pas pareil de manipuler à des fins de destruction de l'autre et de manipuler à des fins d'acceptation de soi. Ouais. Tu peux manipuler, mais te dire que c'est pas ça va pas faire du mal à l'autre personne et que, en gros, personne ne va soit être en danger, soit être mal, soit. On a tous un petit peu manipulé. Pas abîmer quelqu'un, en fait. Oui, Par exemple. On manipule ses enfants quand on leur dit on va s'habiller. Non, j'ai pas envie de m'habiller. Mais du coup, tu portes le t-shirt rouge ou le t-shirt bleu? Oui, c'est vrai. Oui, je vois ce que tu veux dire. L'objectif de ta manipulation, il n'est pas dans la destruction de l'autre. Ouais, bien sûr. Alors qu'un pervers narcissique, c'est la destruction et l'isolation de l'autre. L'isolement, pardon. Mais du coup, la manière de fuir un pervers narcissique, parce que je me doute que, voilà, il y a peut-être des gens qui se posent des questions, etc. Comment on fait pour sortir d'une relation avec un pervers narcissique et tout? Moi, j'ai le sentiment que c'est de s'enfuir. Enfin, il y a aucune tu peux pas tu peux rien faire. Tu peux pas avoir de discussion, tu peux pas tu vois, il y a rien à faire. Et puis là on me dit aussi que quand un pervers narcissique se fait démasquer, il se positionne en tant que victime. Bien sûr. Et du coup c'est encore de la manipulation finalement. Parce que si toi t'as envie de partir et que là il va faire oh non mais j'ai rien fait nanani pardon. Tu sais c'est comme celui qui va te mettre une gifle après il va dire pardon j'étais énervé. Non. Non les gars. Mais du coup c'est aussi alors, c'est le rôle du pervers narcissique, c'est de dire que c'est l'autre qui est hystérique, folle, machin. Est-ce que c'est une maladie du coup? Oui, c'est une maladie. Ah, c'est une maladie. Alors, juste tout à l'heure, tu as posé une question. T'as dit, mais quel conseil on peut donner aux patients pour savoir si ils sont dans une bonne relation ou pas? Moi, je dis toujours la même chose, c'est hyper simple, vous allez voir. Est-ce que tu serais capable de le raconter facilement à tes parents, tes amis? Est-ce que tu accepterais que ton père
ou ta mère traite de ton père ou ta mère de cette manière-là. Si c'est oui, c'est bon. Si c'est non, c'est pas bon. Ok. Ouais, c'est hyper facile. Okay. Je sens que tu réfléchis. Non, ouais. Je te vois genre... T'as regardé mon langage non-verbal, c'est ça? Non, mais ouais, et aussi, je pense qu'à partir du moment où on sent qu'on n'est plus bien et qu'en fait, on fait passer l'autre avant nous, avant notre bonheur à nous, je pense qu'il y a déjà un problème un peu en vrai. Oui, mais parfois, on est dans le déni de ça. C'est pour ça que je dis souvent, est-ce que tu accepterais que ton père et ta mère se fassent pareil ou ton frère, ta sœur, enfin voilà. Mais moi, il y a un truc aussi que je dis souvent dans l'amour, c'est que de base, t'es un être humain à part entière. C'est-à-dire que t'es seul, toi-même. Si demain, tu décides de partager ta vie, tes sentiments, ton quotidien avec quelqu'un d'autre, c'est pour que ce quotidien, il soit encore plus beau, puisque tu le partages à deux. Ouais. Si tu te décides de partager ta vie avec quelqu'un qui va te dénigrer, mal te parler, pas t'aider dans les tâches ménagères, pas t'aider tout court, ça sert à quoi? Pourquoi on va s'infliger, tu vois, quelqu'un qui va nous mettre plus bactère et qui va, toi, en tant qu'être humain à part entière, te descendre au maximum, tu vois. Une dernière petite question sur le thème de l'amour. On dit parfois qu'il est plus dur de tomber amoureux à notre époque. Réseaux sociaux, surconsommation, etc. Est-ce que tu penses que c'est vrai? C'est vrai. Ok. C'est vrai et je le dis avec beaucoup d'honnêteté, je le dis beaucoup à mes patients, je suis triste pour mes patients, pour votre génération, je suis assez triste, vraiment, parce que je trouve, au-delà du fait de moins sortir, ce qui est terrifiant, il n'y a plus trop de boîtes de nuit, il y a plus trop, les gens vont plus trop dans les bars, il y a moins de rencontres, en fait, comme nous, on en avait beaucoup qui se faisaient, et en fait, tu n'avais pas le choix, donc tu sortais, nous, tous les samedis soirs, on était dehors, le vendredi, le samedi, bien sûr, oui. C'est vrai. Et donc voilà. Alors que cette génération-là, le vendredi soir sur le téléphone, le samedi soir sur le téléphone, à moins d'avoir matché avec quelqu'un sur une appli. Enfin, voilà. Et je trouve que c'est terrifiant en fait, parce que finalement tu vas que matcher sur un papier glacé, et si la personne elle est pas photogénique, en fait il y a rien qui ressort, et puis tu vois pas le peps, le charme de l'autre. Enfin, tu vois, tu peux avoir quelqu'un qui va pas te plaire physiquement, mais en fait avec qui tu vas parler et ça va être un truc de dingue. Donc en fait, il manque dans cette génération ce côté pour moi vivant, spontané, exactement, spontané, ce truc qui fait qu'on va rencontrer merde. Juste rencontrer, pas rencontrer via les réseaux. Après il y en a qui deviennent de plus en plus casaniers aussi. Mais il sort qui fait que ça. Non, c'est vrai. Moi, je trouve le Covid, ça a vraiment bousillé la santé mentale. Genre, je trouve de beaucoup de personnes. Et les gens ont d'abord beaucoup déménagé aussi dans des campagnes, et donc avec moins de rencontres. Et puis ils se sont habitués à être vachement plus casaniers, effectivement. Et après, on fait moins d'efforts. Mais je vois mes patients, je leur dis mais il faut rencontrer. Paola, en fait, à part au travail. Mais si je travaille en fait en télétravail, comment vous voulez que je rencontre? Donc en fait, si t'es en télétravail, c'est foutu. Si tu es en travail dans une autre ville et que en fait le siège il est ailleurs et que donc tu ne rencontres personne de tes équipes, tu vas avoir 3 pèlerins avec toi dans ton équipe et c'est fini. C'est vrai. Si tu as évolué avec la même bande, mais qu'en fait tu te fais pas de nouveaux amis et que cette bande-là ils sont tous en couple, c'est vrai. Comment tu fais? Tu vois, et moi je vois, j'ai des tonnes de patients qui sont je sais pas, on va dire bloqués, qui sont perturbés par cette situation qui est très handicapante. Et honnêtement, ça me fait beaucoup de peine. Ça fait très vieille de dire ça, mais c'est la réalité. Et est-ce que du coup, les gens, ils prennent entre guillemets le premier venu et du coup, ils perdent du temps parce qu'ils se disent, vu que je sors pas... T'as souvent ce qu'on appelle les amours d'hiver. Les gens, ils ont froid en hiver. Ils se mettent en couple, tu vois. À partir de novembre, décembre, ils se disent, oh là, j'ai pas envie de sortir pendant tout l'hiver, je vais me prendre quelqu'un. Et puis, on va le relarguer, aller vers mars-avril, dès qu'il commence à faire un peu beau. C'est vrai. Moi, je trouve que les gens, ils surconsomment, au contraire. Ça veut dire que les apps et tout ce qui est Internet et tout, ça fait que, en fait, dès que tu vois que t'es en couple avec quelqu'un et que ton mec, il te plaît plus, on sait pas pourquoi, je sais pas, il aime pas manger un truc, tu fais, c'est bon, il m'a saoulé, de toute façon, je peux rencontrer quelqu'un d'autre hyper rapidement. Oui. Et les gens creusent beaucoup moins, je trouve, dans les relations avec les autres. Ils passent beaucoup moins au-dessus de certains trucs. C'est trop à la surface maintenant. En fait, c'est trop maintenant des listes de critères faramineux. Et en fait, il y a une surconsommation de gens, clairement. C'est match, pas match, oh, il m'a saoulé, c'est bon.
en fait, tu passes à côté Oui, c'est vrai. potentiellement de personnes qui mériteraient d'être plus creusées, quoi. Oui, C'est dommage. Qu'en surface. L'ancienne génération disait, et ils n'avaient pas tort en fait, on les traitait un peu de vieux, mais ils disaient ouais, les jeunes d'aujourd'hui font moins l'effort de faire en sorte que leur couple fonctionne, Ouais, de ils se battre. Mais c'est vrai, moins, mais exactement. ils ont raison. Hein. Mais en fait, Ah oui. c'est une réalité profonde, Ouais, mais pas seulement dans un couple qui est déjà marié avec des enfants, mais aussi dans les couples un peu du démarrage. Oui, Quoi. c'est vrai. Ah, t'en as qui veulent pas se battre. Hein. Ouais, bah oui. T'en as, la première embrouille, c'est ciao, il m'a saoulé, j'ai pas envie, alors que, je veux dire, il y a des hauts et des bas dans Ils mangent toute pas relation. d'haricots verts. Ah oui. Et du coup, ils sont là, ils sont en mode, bah non, j'ai plus envie de me battre, alors que c'est une embrouille de rien du tout. Oui, c'est clair. Mais ils vont aller avoir ailleurs, ou ils se disent, c'est bon, c'est pas la bonne, alors que mais de temps t'as en raison temps, sur le fait que, Ouais, c'est clair. ce truc de creuser, quoi. De temps en temps, j'entends des raisons. C'est lunaire. Ah, ouais, c'est bah lunaire. oui. Moi, je dis à mes patients, non, franchement. Et moi, je pense de temps en temps que c'est une vanne, en fait, que mon patient me dit, non, mais je l'ai largué pour ça. Non, allez, c'est hyper Arrête drôle. de mentir. Bon, la blague, elle va 2 minutes. Arrête. Allez, dis-moi la allez, vérité. en vrai. Allez. Hein en vrai, d'accord. En vrai, ok. Et donc, oui, non, il y a des raisons qui sont pas valables, qui sont irraisonnables, quoi, en fait, qui sont pas entendables. Est-ce que du coup, s'il y avait vraiment de l'amour? En tout cas, il y avait En pas. fait, tu aurais pu avoir quelque chose qui se Exactement. construit, Oui. mais ça n'a pas laissé l'opportunité de se faire. Ouais, en gros. ouais. C'est vrai. T'as pas la volonté, et donc il y a rien qui va se créer. C'est ça. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi des fois où tu sais si c'est la bonne personne ou pas. Par exemple, moi, je sais que Raph, mon conjoint actuellement, ça va faire 8 ans qu'on est ensemble d'ailleurs. T'as vu comme le temps passe vite? Le temps passe trop vite. Pendant 1 an, on a fait que se disputer. Donc, Ok. en vrai, tout le monde te dit à chaque fois. En plus, c'est aussi Quand vous êtes devenus parents ou non, même pas? la première année. Hein. Ok. La première année Ah, ok, en ok. 2017. Et en fait, je pense que c'est aussi beaucoup les autres qui te polluent quand tu as une relation amoureuse. Parce que si tu t'écoutes, toi, tu sais très bien ce qui va ou ce qui va pas. Et les autres te donnent souvent des faux conseils. Ah, non, mais moi, avec mon oui, mec, ça se passe oui, pas oui. comme ça, donc toi, ça veut dire que Oui, c'est pas oui, normal. oui. Ah oui, Bah oui, non, oui. en fait. Et c'est souvent les autres qui gâchent, en fait. Oui, ta et puis relation. tu as un truc aussi assez intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que aussi on a beaucoup idéalisé le couple. Ouais. On a l'impression que le couple, on doit être sur la même longueur d'onde Tout le temps, etc. partout, machin, parce qu'on a des séries, Oui. on a toutes Ouais, regardées, c'est ça. on c'est vrai. Ou même des adore. copines qui te Et- complexent oui. aussi, tu Oui, vois. Oui, totalement. Mais Ah, le nombre oui, de oui. c'est pas de bonnes patientes copines, qui d'ailleurs, vont mais- débarquer, qui vont te dire ah non mais moi lui ça va pas, lui j'en ai une typiquement. Elle a débarqué dans mon cabinet, elle me dit moi j'aimerais avoir un enfant mais je trouve pas le bon limite le bon géniteur quoi. Alors je dis OK, donc elle me dit les ex, alors lui non parce que ça, non parce que ça, non parce que ça, donc elle me lisse le truc, je lui dis mais en fait excusez-moi vous essayez de cocher des cases. Ah bah oui, non, mais l'enfer. Et donc, à chaque fois qu'elle rencontrait un mec, elle disait non, mais lui, il lui manque ça, lui, il lui manque ça. Et au fur et à mesure, je dis en fait, donc vous cherchez l'homme idéal, et parce que, et sans méchanceté aucune. Ah oui. Je dis mais est-ce que vous pensez n'avoir aucun défaut? Ouais. Est-ce que vous pensez être parfaite? Alors pourquoi, en fait, on peut prétendre que l'autre doit l'être? Bah oui. En fait, à partir de ce moment-là, on comprend qu'on doit accepter que l'autre ne soit pas exactement. Et ça me fait rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'entourage. Moi, ma mère, elle m'a appris un truc depuis gamine, ne raconte jamais tes problèmes à tes copines. La réalité, c'est que t'en as, comme tu disais, qui vont nuire et que, par exemple, tu vas les appeler, je te dis une connerie, tu vas dire « Raph, il a pas acheté les poubelles, franchement, ça m'a trop énervé. » C'est trop nul comme embrouille en soi. Ouais, c'est clair. Mais la copine, elle va te dire « Non, mais t'es sérieuse, meuf? Il aurait jamais dû te faire ça, comment il a osé ?» Et toi, t'es au téléphone, bah, tu sais, mais je voulais juste appeler la base pour me plaindre un petit peu. Et en fait, elle est là, Non, c'est vrai. elle descend. Tu vas ton mec. raccrocher, tu vas défoncer Raph. Mais oui, c'est vrai. Mais oui. Ouais, c'est vrai, c'est Et vrai. du coup, c'est vrai que je l'ai fait une fois. Ça m'est arrivé une fois d'appeler une copine. Je lui raconte un truc, mais c'était nul. Franchement, le sujet était nul. Et là, elle l'a descendu. Et je te jure, j'étais même plus énervée en fait. J'étais au téléphone. Ouais, limite, t'es énervé contre elle, quoi. Bah, sous de ma gueule, celle-là. Ouais, c'est clair. Parle bien de mon mec en fait. Tu vois. Tu vois. Même la famille, il y a des parents. En fait, tu te confies parce que t'es pas bien, parce que t'as des problèmes, etc. Et en fait, un beau jour, il y a une embrouille et ils vont te sortir tout ce que t'as fait, Ouais, tout c'est ce horrible. que tu leur as dit. Ils vont jouer sur tes sentiments, etc. Il y a rien de plus traumatique. Et je trouve pour que un c'est enfant, ouais. tellement C'est toxique. horrible, ça. C'est horrible. Ça veut dire que tu te sens même pas en sécurité avec tes parents, c'est oui. horrible, ouais. C'est pour ça que les psys sont, dans ces cas-là, une bonne alternative dans le sens où, C'est vrai. en fait, on n'a pas de lien avec Ouais. le patient. Donc, en fait, quand C'est on très va... factuel. Exactement. Donc, en fait, quand on va entendre une histoire, on va essayer de décrypter à travers ce que le patient nous dit.
Donc, on va comprendre ce qu'il a comme désir, conscient, inconscient, le subconscient, tous ces trucs-là. Et donc, on va pouvoir l'aider à trouver ses réponses, ses solutions à travers ce qu'il aura dit et sans biais, parce qu'on ne fait pas partie, on n'a aucun parti pris dans la relation. Et donc, c'est vrai que les conseils vont être très différents en général. Totalement. On a beaucoup de questions du chat. Un petit bonbon, pause bonbon, petit jingle pour les questions du chat. Et les amis, ce sera à vous de poser vos petites questions. Alors, une partie de la population peut être considérée comme psychopathe. Comment ce diagnostic est-il posé concrètement ? Ça veut dire quoi ? Une partie de la population peut être considérée comme psychopathe ? Oui, il y a des psychopathes et on fait des tests pour vérifier si la personne... Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de psychopathes dans le monde ? Non. Okay. Après, je ne sais pas en termes de pourcentage, mais on est moins que 1%, ça c'est sûr. Ah ouais ? Moi, je pensais plus. Je pense 3%. C'est pour ça qu'en fait, savoir si quelqu'un est psychopathe, en fait, c'est souvent en général... parce qu'on doit réaliser justement une expertise dans le cadre d'une affaire. Parce que sinon, en général, un type ne vient pas se présenter en disant « je suis psychopathe ». Oui, c'est vrai. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la période Covid d'un point de vue psychologique ? Ouais, c'était horrible. Non, mais c'est le avant, enfin le pendant plutôt. Je trouve qu'en fait, tout le monde a vécu un choc à ce moment-là. Ta manière de considérer tes relations, ta vie, tout, ça t'a fait peur après. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'un point de vue santé mentale déjà là dernièrement, mais je pense que c'est aussi beaucoup dû au Covid. C'est un trauma, le Covid. Oui, attends, on croyait qu'on allait crever. Ah oui, historiquement, c'était la première fois qu'on vivait un truc comme ça. Ah mais oui. Ce sera dans les livres d'histoire, tu vois. Ah mais oui, non, mais bien sûr. On le vivra, on l'aura vécu, et Ouais. on pourra dire à nos petits-enfants, bah oui, nous on l'a vécu. Comment tu l'as vécu, et puis on était parano. Hein. Mais d'ailleurs, pour info, psychopathe, c'est 1%. Voilà. Tu vois, j'étais... Selon les critères stricts. Donc je sais pas combien de personnes sur ton live, mais c'est 1 sur 100. Dans les psychopathes... On était 2000, donc on a 20 psychopathes dans le chat. Il y a aussi super. des facteurs favorisants. Donc en fonction de l'âge, en fonction de... Il y a plus d'hommes, plus jeunes. Ok. Et donc il y a plus d'hommes ? Oui, chez les psychopathes. Voilà. Voilà, comme ça. Allez, ça, les hommes, voilà. Allez hop, ça c'est pour vous. Allez hop, c'était pour Qu'est-ce que vous allez dire maintenant ? C'était gratuit. Ok, je te jure. Et question suivante. Attends, mais on a pas le Covid, pardon. Elle a un vrai problème de l'attention. TDAH, les gars, voilà. C'est diagnostiqué finalement. Voilà, ça a été fait. Là, ils vont être tous contents. Alors, pendant la période du Covid, moi, j'ai entendu 2 expressions pendant la période du Covid. Soit c'était « je vis ma meilleure vie », c'est vrai. Soit c'était « on m'a volé mon confinement ». Les gens qui ne foutaient rien, qui bossaient pas, c'était « je vis ma meilleure vie ». Les gens qui bossaient et qui voyaient les autres ne rien foutre et qui bossaient comme des chiens. Donc, tu avais surtout les DRH, le corps médical, les psychologues, pas les psychopatriciens. Au supermarché aussi. Voilà, les supermarchés, tout cela. Nous, on s'est dit, mais nous, on nous a volé notre Covid, en fait, les le parents confinement. aussi, avec leurs enfants. Je sais pas comment ils faisaient, en bas âge. Ouais. Alors, donc, imagine, donc moi, ma fille, à l'époque, elle était en CP. Mon fils était petit. Et donc, il y avait les cours le matin, parce que donc, il y avait, imagine-toi, je n'ai jamais eu autant de patients que pendant le confinement. Ah bah ouais. Et il a fallu s'organiser et tout. Ils pouvaient venir à ton cabinet. C'était tout par téléphone. Par téléphone, ouais. Donc, je faisais les consultes, mais le matin, entre 9h et 11h, il y avait un truc qui était génial à la télé, c'était l'Uni. Et donc, ils donnaient des petits cours. Et après, il fallait... on avait été en urgence au supermarché acheter une tablette pour qu'elle puisse suivre ses cours. Parce que moi, je ne pouvais pas être à côté d'elle pendant ce temps-là. Enfin bref, c'était... Donc, moi, je veux bien re-signer pour un confinement, mais en profiter différemment maintenant. Ah ouais, purée. Mais non, mais donc voilà. Donc, il y a eu un vrai effet, un vrai choc psychologique. Il y a eu des vraies conséquences qui sont encore aujourd'hui. C'est pas parce que c'était il y a 5 ans que ça n'a pas aujourd'hui encore un impact sur la santé mentale des gens. Est-ce qu'une neuropsychologue est particulièrement indiquée pour accompagner des personnes ayant un traumatisme crânien avec des pertes de capacité cognitive? C'est pointu, ils sont intelligents chez toi. Attends, mais le chat, vous avez gagné des... Qu'est-ce que... Vous êtes devenus hyper intelligents, en fait. Ah ouais. Alors oui, c'est hyper indiqué dans le sens où... alors, en fonction des neuropsies, on a chacun notre façon de travailler. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je fais ce qu'on appelle de la remédiation cognitive. C'est un programme d'entraînement cérébral qui permet d'améliorer les fonctions cognitives. Donc, effectivement, après un traumatisme crânien, après des difficultés, des pertes des fonctions cognitives,
on fait ce programme de remédiation cognitive qui va permettre d'améliorer toutes ces fonctions-là. Donc, les fonctions cognitives, c'est l'attention, concentration, mémorisation, impulsivité, fonctionnement en double tâche, enfin, plein de trucs comme ça. Voilà. On peut en parler pendant des heures. Hein. Oui, vraiment. Là, j'ai eu des gens qui m'ont dit je vais prendre rendez-vous avec Paola. Meilleure pub. Franchement. Merci. Attends. Travaillez-vous souvent avec des enfants ou adultes présentant des troubles dyslexie, dyscalculie, etc. Et comment les accompagnez-vous au quotidien? Alors, les troubles 10, en général, sont pris en charge par les orthophonistes. Ah oui. Donc, moi, ce que je vais faire principalement, c'est d'abord faire un test, une évaluation pour voir si les troubles 10 sont accompagnés. Ça arrive très souvent, justement, d'autres troubles. Et souvent, il y a des troubles de l'attention, pour le coup. Là, il y a une prédominance de troubles de l'attention qui accrochent les troubles 10. Et donc, en général, on va travailler ensemble entre les orthophonistes et les psys pour pouvoir aider au mieux et accompagner au mieux l'enfant. Si l'enfant n'a que des troubles 10, on peut l'accompagner d'un point de vue psychologique dans la confiance en soi, mais sinon, à proprement parler sur les 10, en général, c'est vraiment l'orthophoniste. Ok, ouais, donc vous bossez en fonction des pathologies, vous bossez avec... En fait, on essaye de s'entourer de beaucoup d'autres métiers qui vont pouvoir nous accompagner pour accompagner les patients. Donc, par exemple, moi, je suis dans mon cabinet, il y a des pédiatres, mais donc c'est vachement bien sur les troubles de l'attention chez les enfants, pour voir les courbes de croissance, etc. Et je fais beaucoup de les troubles d'attention enfants et adultes, les troubles alimentaires, pour les courbes de croissance, tout ça. Les pédiatres peuvent aussi voir pour les troubles de l'attention, mais après, chez les adultes, je travaille avec beaucoup de médecins généralistes, avec beaucoup même de gynécologues pour les difficultés à concevoir ou une fois qu'on a conçu. On travaille avec des oncologues pour quand on a quelqu'un qui est touché ou a dans son entourage quelqu'un qui fait face à un cancer. On travaille avec des médecins généralistes. Donc en fait, ça dépend vraiment. Moi, je suis neuropsychologue et psychologue clinicienne, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux accompagner tous les types de pathologies, de difficultés à n'importe quel âge. Incroyable. Donc en fait, en fonction de ça, moi, je vais essayer de me faire accompagner par tout ce qui est possible et imaginable comme médecin ou prise en charge endocrino, ce que tu veux. Enfin voilà, t'as compris, pour aider au mieux les patients. Ok. Comment vous travaillez sur du cas par cas? Comment savez-vous que vos choix et vos analyses sont bons? Justement, c'est le fait que ça soit du cas par cas qui fait que, il me semble en tout cas, que c'est ce qui fait la richesse d'une thérapie ou d'un accompagnement. Bien sûr, Parce que quand les patients viennent en consultation, ils me disent « Alors Paola, combien il va falloir de séances ?» Ben, j'en sais rien. En fait, c'est justement la beauté, entre guillemets, de cet accompagnement thérapeutique. C'est qu'en fait, on va travailler pour vous, en fonction de vos besoins, de votre individualité, etc. Et donc, comment on peut savoir si c'est bon ? Je ne sais pas, mais c'est le retour du patient. Et puis, si le patient... il revient... et puis après, moi, j'aime bien que ça soit souvent même des thérapies brèves, c'est-à-dire assez courte durée, etc. Parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt de garder le patient en termes de temps, d'énergie, d'argent, à part s'il y a quelque chose au long cours. Et voilà. Mais sinon, garder un patient pour garder un patient, c'est absolument pas... En tout cas, moi, c'est pas du tout ma façon de voir. C'est pas ta façon de travailler. Et je trouve que même si on n'avait pas assez de patients pour remplir son planning, il ne faut pas le faire parce que c'est nuire à la relation thérapeutique et qui est plus importante que de remplir son planning. Est-ce que tu prends des rendez-vous visio? Oui, bien sûr. Et je vais lancer une chaîne Twitch aussi oui, c'est vrai, pour parler de tout ça. C'est vrai. Tu l'as pas encore faite? Alors, elle sort incessamment sous peu. Alors, si, on a créé... Enfin, j'ai mon profil qui s'appelle Paola Psy. Paola Psy. Et je le monte avec Ben Nevers. Pour ceux qui connaissent. Trop stylé. C'est vrai qu'elle est. Et donc voilà, on va parler de toutes ces problématiques. C'est une libre antenne, donc tout le monde pourra poser ses questions. Trop cool. C'est trop cool. Ok, bon, alors question d'abord après. Moi, je veux que ce soit Chéra qui réponde d'abord, vu qu'elle écrit la crime passionnelle. Je suis d'accord, moi aussi. Quoi? Alors, attendez. Qu'emporte-elle, ça existe vraiment peut-on tuer par amour? Allez, Chéra, vas-y. Vraiment voulu me faire porter tous les chapeaux possibles et imaginables. Voilà. Je vous en veux beaucoup. Pour moi, on peut pas faire du mal par amour. Donc, à partir de ce moment-là, c'est carré. Non. Ah bah franchement, elle m'a. Je vous ai scotché? Ah ouais, tu m'as scotché là.
Et ben voilà, Elle est drop de mic. Elle est psychopatoche. Je suis psychopatoche, exactement. Moi, je suis d'accord avec toi sur ce point. L'amour, c'est que du bien. S'il y a du mal, je suis si on te d'accord. fait mal, c'est pas bon. Mais du coup, on part sur un truc qui est un amour malsain dans ce cas-là. Et c'est des gens qui sont complètement obsédés. Alors là, est-ce que c'est pas un amour Alors, on peut tuer par amour. Mais c'est pas l'amour qui te fait tuer. Mais ce n'est pas l'amour au la sens personne dans lequel nous, on a envie de l'entendre. Donc en fait, c'est plutôt par obsession. On va pas appeler ça de l'amour, on va appeler ça par obsédé. De l'égocentrisme c'est ça. Malveillant, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la possession, l'égoïsme, l'égocentrisme, la perversion. Enfin voilà. Donc il y a un trouble psychologique. En fait, alors. on va appeler ça un crime passionnel, mais ce n'est pas la passion au sens amoureux, ça, quoi. Le mot crime passionnel, pour moi, ça va pas exister. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Non, je déteste ce mot. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui pensent être amoureux, mais qui souffrent de dépendance affective, de peur de l'abandon, de trucs. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des relations où ils ne sont pas forcément amoureux, ils pensent l'être, mais ils sont plus dans des formes de besoin, de compassion, de plein de choses. J'ai quelqu'un qui dit car beaucoup de crimes sont excusables par crime passionnel si on écoute certains. Non, il n'y a rien qui excuse je suis d'accord. Un crime. Je suis d'accord. Est-ce que tu aimerais que... Et devant la justice, est-ce que c'est... Non mais tu vois, c'est toujours pareil. Est-ce que tu aimerais que ton père fasse ça à ta mère? Est-ce que ta mère fasse ça à ton père? Bon, non. Bon, alors c'est pas excusable. Mais du coup, et au niveau de la justice... Alors c'est toujours pareil. Alors à ce moment-là, on va faire appel à un expert en criminologie sur la liste des experts. Mais ça va dépendre du cadre. C'est dur, donc, sur le fait que tu ne sois pas inscrit dans les experts, du coup, parce que le rôle de l'expert, c'est fou. Enfin, parce qu'en gros, c'est lui qui va potentiellement, c'est une responsabilité de dingue, parce que c'est potentiellement lui qui va faire que ta peine, elle est plus ou moins conséquente. Oui, après, tu peux prendre un contre-expert, tu peux faire une contre-expertise. Mais de manière générale, les choses peuvent reposer beaucoup sur lui. Et puis moi, ce dont j'avais pas particulièrement envie, c'est que quand même, la partie adverse t'interroge et donc entre guillemets te détruit. L'avocat il va te poser des questions, c'est pas toujours hyper cool. Donc moi j'ai pas du tout envie, j'adore cette casquette, j'ai pas envie d'être inscrite sur la liste. J'ai eu beaucoup envie pendant longtemps. C'est une question que je me suis beaucoup posée, mais en fait, j'ai pas trop envie d'avoir à débattre bien sûr. sur est-ce que j'ai dit oui, est-ce que j'ai dit non, est-ce que j'ai respiré. C'est énergivore. Ça fait pas partie de... Voilà, j'aime la casquette, le fait de savoir, d'avoir été formée et d'avoir cette perception et cette formation supplémentaire. Pour autant, j'ai pas envie de l'utiliser auprès des tribunaux. Je suis d'accord, très intéressant. Eh ben, petit vrai ou faux, jingle. Mais là, on peut pas manger. Il est trop rapide. Il va falloir que je le mette rapide. Il va falloir que je le mette plus long. Quitter un jeu, le terme rage quit, est lié à la même zone cérébrale que la colère. Bah oui. Ok. Vrai. Et je n'ai jamais entendu ce terme. Rage quit. Attends, t'as vu Kameto qui rage quit tout le temps. T'avais des rêves de Kameto. On a fait une consultation en live, nous. Oui, mais Kameto, par exemple, je suis sûre qu'il... Ah non, est-ce qu'on peut rage quit une game de LOL? Oui, en soi. Tu connaissais cette expression? Bah oui, bien sûr. Mais si tu connais Paola. Mais absolument. Kamel, il t'a pas parlé de rage quit? Mais non, déjà, il y avait plein d'expressions que je n'ai pas comprises. Pendant le chat, il y avait 40 000 personnes qui parlaient et je n'ai rien compris. Je lui disais, mais ça veut dire quoi ce truc-là? Les gens, je sais pas, il y avait des mots, je comprenais rien. Et je lui disais, mais. Il va falloir lui faire un lexique. Ouais, c'est ça. De mais sincèrement, tu vas être obligé. Mais oui, aussi, pour me faire un lexique de Twitch parce qu'il y a trop de rêves que j'ai pas. Mais là, va falloir. Est-ce que les gens ils peuvent nous faire un petit lexique là? Ouais, faites-moi un petit lexique là dans le chat. Un truc. Franchement, c'est hyper compliqué. Alors donc, FF, vous savez ce que ça veut dire, FF? Pour moi, FF, c'est Follow Friday. Quoi? Ah non, ouais, c'est... Ouais, bon, non. Follow... Alors, c'était sur Twitter à l'époque. Toi, c'est quoi, FF? Fédération française. Oh, waouh. Tu vois, c'est drôle, chaque génération... C'est quoi, Follow Friday? Bah, c'est sur Twitter. Mais c'est quoi? C'était le vendredi, tu mettais les gens que tu préférais. Quoi? Et après, vous suiviez. Ouais, mais là, si je te dis... c'est quoi, laisse tomber FF? Tu comprends pas du coup. Ah non. Final, en fait, quelque chose, non? En fait, je trouve que sur Twitch, on a vraiment un lexique. Et moi, des fois, je parle aux gens comme si c'était des gens qui comprenaient. Non, mais là, vous m'avez perdu, les femmes. FF, gros, ça veut dire abandonner, mais c'est forfait, en gros. Ah, d'accord. En gros, FF forfait, ouais. Déclarer forfait. Ouais, déclarer forfait. Attends, j'ai FF, attends, il y a quoi d'autre? IRL, oui. Oui, IRL. in real life. Toi, oui, in real life. Toi, tu l'avais pas? Ben non.
que tu fasses plus copine avec ta fille là, ça va pas du tout. Non, elle est pas sur les réseaux, je veux Et pas. si par exemple, Non, ouais, je veux là pas. je vous dis, est-ce que il est IG? Il est IG. Il est Instagram. Instagrammable. C'est pas ça. Ah, Pour une fois que je chantais un truc qui était pareil que Non, chez mais moi. après, c'est particulier. Il est IG, en fait, ça veut dire il est in-game, en gros. moi je ouais. connais GG. Ah oui. Toi, tu vois, GG. Beau gosse, non? Grande Non, gueule. BG. Grande gueule, j'ai Non. dit. Comment ta fille a Good pas les game. réseaux, parce que si elle voyait ça, GG, franchement, ça veut dire bien joué, good game. good game. Ah ouais. Non, bah c'est pas grave, je vais les donner à ma fille. Ouais. Et elle va revenir à l'école, elle va être trop stylée auprès de tout le monde. Non, mais là, il me faut ce Et si déclic. je vous dis, vous êtes des goats. Ouais, ça, Si, ça, je l'ai appris par Kameto. C'est vrai? Ouais. Eh ben voilà. Ah non, je l'ai Les appris gosses, avec McFly et Carlito. Ok, Non, je l'avais ok. appris avant. Bon, ok. Bon, alors, faisons nos... Donc le rage kit. Rage kit. Ouais, voilà. Moi, Donc, je pense bah, que du oui. coup, rage kit. Toi, oui. Ouais, vrai. Quitter un jeu, c'est ça? Oui, ça veut dire rage kit. Est-ce que, du coup, vrai ou faux, est-ce que c'est lié à la même zone cérébrale que la colère? Par exemple. Je dis vrai. Je vais te donner un exemple. Quand tu raccroches au nez de quelqu'un, est-ce que c'est Bien sûr. la partie de ton cerveau qui est énervée? Mais la partie Bien l'impulsivité. sûr. Bah, quitter Impulsivité, une game, voilà. quitter Bah une oui. game, Ouais. C'est ça, c'est l'impulsivité. raccrocher au Bah, nez. ben, ça veut dire que ça m'arrive souvent. Voilà. Alors, vrai ou faux? Le cerveau humain est programmé pour préférer les mauvaises nouvelles que les bonnes. Moi, je dis vrai, perso. Bah, moi, je trouve que oui. Ah bah oui, Ou du totalement. moins, en fait, Préféré? non, Ouais. pas préféré, mais de manière inconsciente. Il y a un côté pervers chez les Ouais. êtres humains qui fait qu'on aime bien regarder les accidents sur la route. On aime bien. Non, mais c'est vrai. On aime bien regarder, je sais pas, des trucs Les faits dégueux. divers? Ouais, mais glauques, tu vois. T'aimais Moi, bien par le exemple, Covid. moi, par exemple, je regarde. Oui, c'est vrai. Mais j'avais pas de gosse. Elle regarde les faits divers, c'est sûr. Regardez. Chérie, elle regarde les faits divers et elle prend des notes. À la personne qui a dit ça, je te retrouve chez toi. Elle s'appelle Zoinzette. Cette question-là, je dirais Temporel, bien que sûr. les cerveaux ne sont pas programmés. Je pense que c'est plutôt éducationnel. Ouais. Moi, on m'a dit comme quoi il y avait plus d'émotions négatives enregistrées dans notre cerveau que de positives. Ah, alors, c'est pas pareil. Là, tu m'as dit, on préfère. Oui, c'est vrai. c'est On ce que je retient plus. dis. Ou on Alors, retient peut-être. on retient plus le. Alors, on va négatif que le avoir positif. tendance à retenir plus ce qui va nous toucher émotionnellement. Mais ça Ah veut pas ouais. dire qu'on préfère. Excuse-moi, je me suis... Ok. Mais c'est trop nul qu'on Je soit me suis moins formalisée touché, sur l'expression. Les hommes sont moins sensibles que les femmes. Vrai, Bah oui, vrai. vrai. Je suis désolée, je suis dans le cliché. Hein. Pardon. Moi aussi, moi je dirais vrai. Je hein. dirais- mais, en fait, moi, après, je pense que c'est une question d'éducation, plus. Parce que moi, par exemple, mes enfants, j'ai 2 garçons. Donc, je les pousse à ne pas avoir honte de leurs émotions, qu'elles soient tristes ou pas, qu'ils ont le droit de pleurer, qu'ils ont le droit d'être déçus, Bien qu'ils ont sûr. le droit d'être en colère, etc. Je pense que c'est plus une question d'éducation, donc vrai, parce que c'est dû à l'éducation et à la société qui a fait que les hommes, il fallait qu'on compte sur eux, qu'ils soient durs comme des rocs, etc. Et tout, et ça nous laissait, nous, à nous, plus d'espace, du coup, pour montrer nos émotions. Après, je pense que, après, c'est peut-être un cliché que j'ai, hormonalement, on est plus proche de nos émotions et de nos hormones, je sais pas. Peut-être Regarde, que Paulette, regarde. Je la laisse, Peut-être répond que je dis tranquillement. n'importe quoi, mais peut-être je dis n'importe quoi, mais donc du coup tu vas me dire, Paola. Moi, je suis désolée. Non. C'est Sérieux? faux, c'est faux. Les hommes sont pas moins sensibles. Ils l'expriment peut-être moins, mais ils sont pas moins sensibles. Pourquoi ils seraient moins sensibles? Il y a juste moins d'expression de la sensibilité. Alors, Eliette, les gars, j'ai Joe qui vient de me dire allez, boum. Non, mais Et là, il y a tous les mecs qui sont avec Joe. Voilà, Joe, dis Non mais il y a un truc qui est vrai, par exemple, moi je trouve que nous on va plus être dans la compassion par rapport aux enfants et tout. Je trouve que les mais hommes... ça veut pas dire qu'ils ne le ressentent pas. En fait, Ils le montrent moins, C'est alors. une façon différente surtout de le ressentir. Alors, je précise, je vais me faire huer, mais c'est pas grave, je m'en Non. fous parce que c'est la réalité, même si Insta et TikTok ne va pas dans mon sens. Le terme HPE n'existe pas. Haut potentiel émotionnel, ça n'existe pas. Ça C'est n'existe une pas du invention. Non, c'est une invention des Ok. réseaux sociaux et de quelques psychopatoches. Donc voilà, pour faire plaisir à tout le monde en disant que tout le monde a cette intelligence émotionnelle. En fait, on a une sensibilité, oui, mais elle ne peut pas être quantifiée. Donc ça n'existe pas. Or, haut potentiel émotionnel veut dire qu'elle est quantifiée, cette C'est émotion. de l'hypersensibilité en fait. Oui, mais on ne peut pas la quantifier. Donc on ne parle pas de HPE. On peut parler Quelqu'un qui dit je d'hypersensibilité. suis HPE, c'est faux. Ça C'est veut faux, rien ça dire. n'existe pas. Mytho. Tu peux dire, exactement, tu peux dire je suis hyper sensible, hyper émotif, oui,
Mais HPE, désolé, non. Je crois que Maëva Guénam, elle avait fait une story où elle avait dit qu'elle était HPE. C'est vrai? Ouais, ça avait fait rire tout le monde. Je savais pas. Si, ouais. Donc ça n'existe pas. Ouais. Et à chaque émission, je le dis, je le répète haut et fort, et t'as des psys qui me disent merci de l'avoir dit. Ah ok, Et c'est t'as des gens vraiment, qui m'insultent, qui sont pas du tout psy, qui m'insultent, qui me disent non mais moi je sais que je le suis. J'ai pas dit que vous étiez pas hypersensible ou hyper ce que vous voulez. Je dis juste que ce terme-là n'existe pas, il est une pure invention. Ok. Donc pourquoi je dis ça? Parce que donc on ne peut pas quantifier la sensibilité et les émotions. D'accord, ok. Et donc on ne peut pas dire que les hommes sont plus ou moins sensibles, on peut dire qu'ils les expriment différemment. Okay. Mais si tu as l'impression que ton mari va plus facilement punir, ce n'est pas parce qu'en fait derrière il ne ressent pas d'émotion, il peut ressentir plein de choses. C'est juste que peut-être on lui a appris à plus réfréner ou le ressentir différemment. Ouais, bien tu sûr. vois mais ça peut être aussi bien les mères que les pères et finalement... Mais j'ai l'impression que souvent, les éponges à émotions, j'ai l'impression que c'est plus tendance à être des femmes que des hommes. Parce qu'en fait, peut-être que nous, on l'exprime beaucoup plus. Voilà, c'est une question éducationnelle peut-être, certainement, aussi générationnelle. Parce que maintenant, il y a peut-être plus d'hommes qui se permettent d'exprimer leurs émotions différemment. Mais c'est pas dû à... il y a autant de gens sensibles d'un côté que de l'autre, autant de gens hypersensibles, autant de gens pas du tout sensibles. Comme on ne peut pas le quantifier, on ne peut pas le savoir non plus, mais en tout cas, on va dire plutôt de la partie expérimentale de ce qu'on reçoit dans nos cabinets, je ne peux pas dire qu'il y a plus de femmes qui sont plus sensibles que les hommes parce que juste, ils l'expriment différemment. Ok. Et je trouve d'ailleurs être une éponge, c'est tellement horrible. Oui. Moi, je suis une éponge, ouais. C'est un enfer. J'ai même... j'en avais parlé à ma psycho... C'est pas une psychopathe, j'allais dire une psychopathe. On va le savoir tout dans une heure, en fait. Grave. Mais je trouve qu'être une éponge à émotions, c'est vraiment horrible. Tu ressens toutes les ondes de tout le monde. Il suffit que, je sais pas, toi, tu vas faire un geste... lambda, ben moi je vais me dire peut-être qu'elle est pas à l'aise ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que ressentir les émotions de tout le monde, c'est chiant parce que mine de rien, il y a des gens qui ont des auras, je pense, des auras plus ou moins lourds. Ouais. Mais sans le vouloir, ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne ou que c'est quelqu'un qui est de mauvaise humeur ou autre. C'est juste qu'ils ont un esprit pesant, je trouve, des fois. Et c'est vrai que pour des gens qui ressentent toutes les émotions, quand tu sens autour qu'il y a des auras qui sont pesantes, c'est horrible. Ouais, bah oui. Alors, en coaching, parce que je fais aussi du coaching, j'en ai pas parlé. Elle fait tout. Oh là là, non, les gars. En fait, moi, je parle souvent de ce qu'on appelle de l'aura énergétique. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, là, il y a Pierre, Paul ou Jacques qui rentrent dans la salle et va dire tu veux un bonbon ? Alors, par exemple, toi, tu vas te dire ah là là, il est énervant, il nous a coupé. Toi, tu vas te dire ah, c'est trop sympa, il nous a proposé des bonbons. Et chacune va en fait interpréter différemment. Il nous a dit la même phrase, mais on va avoir une interprétation, un ressenti. Ce fameux ressenti où souvent les femmes, on entend dire moi, la première fois que je l'ai vu, et ben, c'est ce ressenti-là. Et donc, par moment, il va être agréable, désagréable, etc. C'est ce qu'on appelle l'aura énergétique, c'est-à-dire ce que la personne dégage et ce que ça correspond à ce que toi, tu reçois ou ce que toi, tu dégages. Et donc, dans ces cas-là, ça permet de savoir... Moi, donc en coaching, je dis tout le temps, on travaille sur cette aura énergétique pour attirer à soi des gens qui nous ressemblent ou qui nous correspondent. Et donc, on travaille vraiment sur ce truc-là, sur ce qu'on dégage et ce qu'on a envie d'attirer. Donc, on peut changer son aura. Ouais, exactement. Ah ouais, je savais pas. Je savais pas du tout qu'on pouvait changer son aura. Et les psys vont-ils eux-mêmes voir des psys ? Alors, c'est recommandé, c'est pas obligatoire. Les psys peuvent aller voir des psys, évidemment. L'idée d'aller voir des êtres humains comme des autres, finalement. Ouais. Et puis c'est Paola qui va voir un psy. C'est peut-être pas la psy qui va. Exactement. En fait, si on va voir un psy, c'est parce qu'on estime. Alors d'abord, quand tu finis tes études, tu as un psy référent que tu choisis pour au cas où si tu as besoin. D'accord. Moi, j'ai jamais fait référence, pour être tout à fait honnête. Et ça fait 17 ans que je me suis installée dans mon cabinet. Et en 17 ans, et j'ai pas eu envie, besoin, la nécessité d'aller voir quelqu'un. Et puis, j'ai perdu ma mère il y a pas longtemps. Et donc, quand elle était malade, j'ai eu envie et besoin d'aller voir,
pas en fait pour parler de mes patients, mais parce qu'en fait, je me suis dit déjà pour moi, si je reçois un patient qui va venir avec la même thématique, avec le même truc, je ne vais pas être à même de pouvoir l'aider. Donc en fait, il faut que moi je puisse être en fait sur pied pour que si j'ai un patient qui arrive avec la même problématique, je puisse y faire face. Donc moi j'ai eu besoin à ce moment-là, et je continue, j'aime beaucoup mon psy d'ailleurs, il m'a aidé à surmonter, ou encore surmonter, parce que cette tristesse malheureusement elle est toujours profondément là, mais ça ne veut pas dire que je suis ni en dépression, tu vois, par exemple par rapport à ce qu'on disait, ni que je suis abîmée dans ma façon de travailler. Au contraire, grâce à ça, j'ai beaucoup surmonté. Ça me permet de pouvoir laisser mon bagage émotionnel personnel chez moi pour pouvoir au mieux aider les patients. Ok. Mais on n'est pas obligé d'aller chez un thérapeute. Non, parce que souvent les gens disent « Ah, les psys sont obligés d'y aller ». C'est pas vrai. Et je vais finir par une dernière question de toutes ces séries. On parle souvent de négatif, je trouve, quand on parle de psy. Alors, c'est pas spécialement négatif, mais on va dire que c'est pas joyeux, quoi. Bien sûr. Souvent des malheurs ou des deuils ou des choses comme ça. Est-ce que tu as des gens qui sont venus te voir et qui étaient simplement heureux, ils allaient bien? Parce que c'est vrai que c'est souvent lié à des traumas ou des choses assez tristes. Est-ce qu'il y a quand même un côté joyeux dans ce métier? Alors, mon mentor, qui était à Sainte-Anne, qui est toujours à Sainte-Anne, que j'adore, quand je me suis installée, je lui ai dit, moi, je vais m'installer, je vais prendre un cabinet dans le 17e arrondissement. Et donc voilà, donc maintenant j'ai fait le tour de tous les établissements dans lesquels j'avais envie de bosser, de toutes les formations que je voulais faire. Je me suis formée à plein de choses. Et je lui ai dit, ça y est, je me sens prête pour m'installer. Et il m'a sorti une phrase que j'ai jamais oubliée. Et il m'a dit, ah, donc maintenant tu vas soigner les gens qui n'ont pas de problème. et en fait, parce que je n'étais plus à l'hôpital. Et je lui ai dit... ben non, je crois pas. Enfin, je comprends pas ce que tu veux dire. Il me dit parce que tu verras pas les mêmes pathologies qu'à l'hôpital. Bon, c'est pas vrai. En fait, il y a effectivement des gens qui ont des lourdes pathologies, des difficultés et tout. Mais il y a, c'est vrai, ce petit bonheur, j'appelle ça un petit bonheur, qu'on n'a pas à l'hôpital, qui est d'avoir aussi une population qui va pas mal, qui est bien. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai eu un patient qui m'a dit, lui, typiquement, il me dit, je préfère vous avoir aussi quand ça va super bien, parce que quand ça va super bien, on peut travailler en profondeur. Donc, j'ai des patients aussi qui vont bien, j'ai des patients qui ont envie de s'interroger pour performer, s'améliorer, j'en sais rien, ça dépend. Donc, dans ces cas-là, ils peuvent prendre du coaching, dans ces cas-là, on peut faire de la thérapie, mais en fait, en fonction de ça... on choisit, on avance, on évolue. C'est toujours une construction, cette relation thérapeutique. Et donc, oui, il y a des patients qui peuvent aller même bien, vraiment bien. Sur cette belle touche, tes actus, ma petite Chéra. Moi, comme d'habitude, mon podcast Bip Sonore, disponible partout. Tu sors à quelle fréquence? YouTube. Je sors tous les jours. Non, pas c'est quoi cette cadence? Waouh! Moi, je suis en mensuel, je me dis déjà d'ailleurs. C'est sur mon podcast. T'imagines? T'imagines, tu vois mon podcast sur Bip Sonore. Non, une fois par semaine sur Spotify et toutes les plateformes de stream, il y a des épisodes. Après, j'ai des épisodes qui sont visuels avec des invités, donc soit face à face, soit en table ronde du coup. Donc il y aura Ben dans un futur épisode qui sera sur la santé mentale d'ailleurs, donc petite exclu pour toi. Trop bien. Génial. Avec d'autres invités de qualité comme j'aime dire, et c'est 2 fois par mois sur ma chaîne YouTube, en plus de tous les autres vidéos YouTube que je sors 1 fois par semaine. Trop bien. Génial. Trop bien. Voilà. Et c'est déjà 1 fois par semaine. On y va, on chope pas. Attends, la cadence, tu crois qu'on fait quoi sur YouTube? Les youtubeurs. Pas de chaîne Twitch. Non, mais bon, est-ce que je vais teaser comme Paola en disant peut-être soon, je sais pas. Non, mais en vrai, c'est vrai qu'on me parle beaucoup de Twitch, mais ça m'a fait trop plaisir d'être là, ça me donne envie. Voilà, tu me donnes envie. Cool. Donc si je crée une chaîne Twitch, je dirais mais c'est Tatiana qui m'a donné envie. Arrête. Je vais attribuer ces meilleurs. mais trop cool, trop cool les amis. Si vous pouvez mettre évidemment sa chaîne YouTube dans le chat et la spammer comme ça, n'hésitez pas à aller la suivre les amis. Elle fait beaucoup trop de contenu de qualité. N'hésitez pas aussi sur Instagram. Merci. Je fais une petite aparté, il n'est pas là, mais ton homme aussi fait beaucoup de contenu sur YouTube aussi. Food, Donc, et vous faites des vidéos ensemble aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Que la nourriture. De quoi?
J'ai dit que la nourriture. Que de la nourriture. Bah ça va. Il te fait goûter des trucs. Ouais, incroyable. Ah, ça doit être trop bien par contre. Hein. Franchement, avoir quelqu'un qui fait de la food, tu dois te régaler. Allez, une fois, j'avais vu une vidéo, c'était, je crois, vous goûtiez, c'était les galettes des rois. Ouais, parce que c'est mon péché mignon. Hein. Je me suis j'étais devant la vidéo, j'étais en mode putain, j'ai faim, j'ai faim. On est bien d'accord que sans chocolat. Hein. Ah mais bien sûr. Sans chocolat, sans pommes. Oh, ah oui, oui. Non, mais parce qu'on est d'accord avec ça. Il y a des gens qui osent. Ah non. Non, mais on est d'accord. Non, c'est frangipane. En fait, il aurait fallu qu'on mette ça d'entrée de jeu depuis le début de cette vidéo, de ce Twitch, pour pouvoir être sûr qu'on était raccord. Ah, on est d'accord. Ah oui, là, ah non, mais il faut arrêter. Là, ouais. Déjà qu'on a bouffé tous les bonbons possibles et imaginables. La prochaine fois, ce sera une frangipane. Ah, le rêve. Je vous réinviterai, du coup, parce qu'elle va regarder, elle fait... Je ne loupe pas une galette de rois. Ouais, grave. Paola, tes actus, du coup? Eh ben écoute, toujours mon cabinet du lundi au J'arrête jeudi. tout et je vais sur Twitch. Et maintenant, donc voilà cette chaîne Twitch qu'on va lancer donc dans très peu de temps avec Ben. Ok. Et puis des petites émissions à droite à gauche où j'aime bien participer. Il y a des trucs assez chouettes, aussi bien télé que sur les réseaux. Et moi, je continue sur Insta. Elle fait pas mal de formats short aussi. N'hésitez pas à aller la voir sur Instagram. J'adore. Hyper connectée. Hyper connectée. Tout à l'heure, elle était sur son téléphone. Elle ne connaît rien. Purée, je comprends rien à Twitch. Twitch et où? Non, Twitch, c'est trop compliqué. Ah, on est d'accord. Mais non. Moi, je voudrais qu'on me fasse un tuto Twitch. C'est vrai, tu sais quoi, je te ferai un tuto. Le langage et le tuto. Ouais, je suis d'accord. Rien que le logiciel OBS, c'est compliqué. Là, dites-vous que la régie ont un autre logiciel. Ils me mettent dessus, je suis perdue. Vraiment, mais rien que le logiciel, c'est compliqué. Mais je te ferai un tuto. Ah bah avec plaisir. Tu sais la fréquence de tes lives ou pas encore? Ah, on aimerait faire au moins 2 par mois. Ça sera le dimanche soir. Allez, je donne des infos quand même. Voilà. Trop cool. Tu vas être donc avec Ben à chaque fois. Ouais, exactement. Okay, trop bien. 21h minuit. Trop bien. Donc ça va être une libre antenne. Oh, libre antenne en plus. Incroyable. Ouais. Incroyable. Donc là, pour le coup, ce que tu avais dit au début en rigolant, genre ça va être des consultes gratuits. Ben ouais, en fait. Dingue. Ça sert plus à rien de prendre rendez-vous, les amis. Attendez qu'elle ouvre sa chaîne. Et comme ça, c'est gratuit. Le concept est ouf. Ouais, incroyable. Voilà. C'est trop chouette, hein. Attends, t'es bien accompagnée avec Ben, donc. Oui. Super. On sort d'ailleurs une vidéo ce dimanche. On adore. En vrai, t'es quand même. Alors, tu te dis pas connectée, mais on te voit un petit peu après. Elle est hyper connectée. Elle ne sait pas ce que ça veut dire Rashkit. Ouais, Rashkit, elle sait pas. Mais hyper connectée. Ouais. Et d'ailleurs, je vous remercie du plus profond de mon petit cœur. Ça va être mon moment émotion. Déjà, je me suis retenue, j'ai pas encore chialé, les gars. Alors que d'habitude, je chiale très vite. Mais merci infiniment parce que dès que je vous ai proposé, vous m'avez dit oui. Merci alors que c'est l'épisode 1. Vous n'aviez pas d'exemple, vous n'avez rien du tout de présenté. Et du coup, merci infiniment. Ça m'a énormément touchée que vous ayez accepté. Et surtout, vous étiez vraiment à fond. Elle m'envoyait des vocaux, elle m'appelait, elle était vraiment à fond. Toi, pareil. Donc vraiment, merci du fond du cœur d'avoir cru en ce premier épisode. En tout cas, moi, j'étais la plus heureuse du monde de vous recevoir. J'ai passé vraiment un super moment. C'était, franchement, je vais pas chialer, je me retiens. Mais c'était vraiment un rêve d'avoir un plateau et de produire mon Talk with Stat. Et du coup, je suis vraiment trop heureuse d'avoir fait ça avec vous. Moi aussi. Et j'espère que le chat aussi. Ouais, on est le premier d'une longue lignée en fait. D'une longue. Bah oui, parce que pour sûr, ça va jusqu'à décembre déjà. Donc c'est génial. Trop bien. Et à quelle fréquence? Une fois par mois. Trop bien. Ouais, une fois par mois et je suis trop contente et on se sent bien et franchement je suis trop contente et en tout cas c'était des sujets super intéressants. Ben, et n'hésitez pas à aller les follow de partout et évidemment, on remercie une nouvelle fois Boursobank de m'avoir accompagnée sur ce projet. Merci la régie, merci Jeff, merci tout le monde. Et évidemment, le podcast, vous allez pouvoir le retrouver sur toutes les plateformes audio. Yes. Donc, et sur YouTube, évidemment. Trop bien. Et voilà, donc si vous avez des petits trajets en voiture, trop bien, on met un petit podcast et voilà. En tout cas, merci beaucoup les filles. Merci encore une fois, je suis hyper reconnaissante de vous avoir reçues. Merci la commu. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à nous faire des petits retours. N'hésitez pas à leur envoyer aussi des messages pour leur envoyer tout votre amour. En tout cas, merci pour toutes vos questions, toute votre bienveillance et aussi, je vais vous mettre un mail sur Instagram en story si vous avez des métiers atypiques, si vous avez des
voilà, des métiers atypiques dans votre entourage ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous le mettrai. Et en tout cas, merci infiniment pour tout l'amour que vous m'avez envoyé. Merci aussi à vous les filles. C'était une émission très girly. Ouais, c'est vrai. Ouais, très girly. Et on n'oublie pas, point d'exclamation Bourse-Banque une nouvelle fois. Merci beaucoup pour tout l'amour que vous m'avez donné. Ah, est-ce qu'on peut mettre la musique de l'intro parce que je l'ai bien aimé, mais dans l'intro. Bisous tout le monde. Merci.